Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous accueillir très nombreux pour cette présentation des enseignements du rapport Quelle place pour les compétences en entreprise, publié en 2021, en avril 2021. Pour ouvrir cette présentation, je laisse la parole à Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci Marianne. Oui, je suis ravi de vous rejoindre, je suis ravi que vous soyez si nombreux et j'espère que cette conférence va vous intéresser. Le monde de la formation a en fait été longtemps structuré autour de notions de métier. Un emploi était lié à un métier et maîtriser les activités qui composent ce métier était nécessaire pour exercer une activité professionnelle dans une entreprise donnée, dans un secteur donné. Au cours des dernières années, les économies se sont transformées, ou la nature des emplois s'est transformée, et le regard sur les métiers s'est lui aussi transformé. La maîtrise pour la vie d'un métier qui était lié à un secteur d'activité donné dont on ne sortirait pas a cessé d'être un objectif, une norme pour tous. Les transformations des entreprises, des secteurs, des pratiques professionnelles ont conduit à ce que s'impose graduellement, j'y reviendrai, la notion de compétence. À certains égards, c'est une notion libératrice. L'enfermement dans un métier, dans une profession, n'est plus la norme. Il peut laisser la place, une place plus ou moins grande, à une adaptation aux évolutions techniques qui vont changer les gestes professionnels et pratiques dans un secteur donné. On parlait et on parle encore métier, mais on commençait déjà à réfléchir aux compétences élémentaires et aux ensembles de compétences qui sont nécessaires pour pouvoir exercer le métier aujourd'hui et pour pouvoir continuer de l'exercer demain, après qu'il sera transformé à la suite des changements de technique ou d'organisation du travail, et en allant un pas plus loin dans le raisonnement pour pouvoir exercer un autre métier dans un autre secteur, mais présentant des compétences communes ou des blocs de compétences communes, une notion très importante, vous y reviendrez sans doute, avec celui qu'on pratiquait auparavant. L'émergence de la notion de compétence, telle que nous l'avons aujourd'hui, a ainsi été modifiée par des transformations réellement continues, pas faciles, hein, de l'économie, des activités qui s'y déploient, de la manière dont les tâches s'y organisent. Elle a aussi été modelée par les institutions de formation, par les accords professionnels, par les politiques publiques en matière de formation, comme le plan d'investissement dans les compétences ou bien la mise en place de bilans de compétences. Derrière ça, il y a l'objectif d'élargir le champ des possibles pour les salariés grâce à la prise en compte des compétences qu'ils ont acquises, qu'ils ont mises en œuvre, qu'ils mettent en œuvre à un moment donné dans ce métier, et à repérer aussi les compétences les plus aisément transférables d'un secteur à un autre. Et là, il y a une double promesse et c'est en fait aussi un double défi. Pour le salarié, la promesse de pouvoir envisager sereinement que son métier change ou de changer de métier parce que les compétences qu'il détient, qu'il met en pratique, peuvent être recombinées ailleurs et autrement. Et pour l'entreprise, elle peut espérer y gagner en capacité d'adaptation au changement du monde, de la concurrence, des techniques nouvelles à adopter. Ça, on le voit aujourd'hui assez clairement. Mais pendant longtemps, ça n'est pas allé de soi. Et l'émergence, l'enrichissement de la notion de compétence se sont construits dans un processus très laborieux, avec l'État, les institutions de formation, toujours les mêmes, les entreprises, les directions de ressources humaines, les partenaires sociaux. Ça n'a pas progressé de manière uniforme. Et il y a des pans entiers de l'économie qui pensaient et qui pensent encore en termes de métier, alors que d'autres en sont à essayer d'apprivoiser la notion de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences sans forcément la faire vivre réellement. C'est aussi un des sujets que vous aurez à examiner. Les textes imposaient de s'en occuper pour les entreprises, mais les pratiques, où étaient-elles? En fait, on ne sait finalement que relativement, ou on ne savait que relativement peu de choses sur comment les compétences sont réellement utilisées, administrées, développées au sein des entreprises. Et en fait, on ne sait même pas si ces dernières se sont réellement appropriées le concept de compétence. Pour être plus précis, on peut pressentir qu'il y a des très grandes différences d'un secteur à l'autre
aussi selon la taille des entreprises, selon le rythme des changements techniques dans une activité donnée. Et on est donc dans un état des lieux en transition, alors même que les entreprises sont déjà rendues co-responsables de l'employabilité des salariés ainsi que du développement de leurs compétences et qu'elles se voient de plus en plus confier un rôle central dans l'édification d'une société de compétences. C'est donc un sujet majeur, difficile à appréhender, et le réseau emploi compétences, par sa nature, par le fait qu'il rassemble une large variété des acteurs du monde de l'entreprise, du champ institutionnel de l'emploi, de la formation professionnelle, qu'il a des vues sur les secteurs, sur des régions. Le REC, donc, fournit une porte d'entrée privilégiée vers la connaissance et la compréhension en profondeur de ces questions de compétences. C'est pour ça qu'il s'est attelé à ce sujet, très naturellement. Et c'est ce qui a permis de mener à bien les travaux qui vous sont présentés aujourd'hui. Les auteurs de ces travaux se sont interrogés sur la place qu'occupent les compétences dans l'éventail des pratiques des entreprises, dans leur approche de leurs ressources humaines, et cela en allant au-delà de ce qui est la gestion de la formation continue, du management, de l'organisation du travail. Les auteurs se sont aussi interrogés sur le rôle qu'ont eu et qu'ont dans les pratiques des entreprises les obligations. C'est en matière de GPEC avant-hier et hier, et aujourd'hui et demain de gestion des emplois et des parcours professionnels, la nouvelle GE2P. Les textes se sont sûrement, dans certains cas, inspirés de pratiques, certains acteurs, mais le plus souvent, ils étaient en avance de phase et se donnaient pour objectif de faire évoluer les pratiques. Les auteurs des textes diraient de faire progresser les pratiques de la plupart des entreprises. Ils n'y sont parvenus qu'en partie. Les résultats sont très variables selon la taille des entreprises, selon les secteurs d'activité, selon les rythmes de technique, selon l'organisation du travail, et les intervenants d'aujourd'hui vont revenir largement sur ça. En fait, il y a une sorte de course entre les pouvoirs publics qui s'efforcent de faire bouger les choses, qui n'ont pas forcément tout de suite une idée des bons leviers à actionner pour être efficaces, puis les nécessités très variables des entreprises et des vies professionnelles de leurs salariés. Et ce scénario-là, dans le détail, il n'est pas encore vu. À ça s'ajoute que nous ne savons pas aujourd'hui quels effets durables aura la crise économique que nous traversons depuis 15 mois. Ce qu'on peut anticiper avec un degré raisonnable de confiance est assez limité, en fait. Progression sensible du télétravail, je crois que ça c'est acquis. Une attention accrue à la gestion des temps, ça me paraît acquis aussi. Probablement des évolutions significatives des transports domicile-travail, et donc des infrastructures correspondantes, et donc des offres de transport collectif. L'impact sectoriel de la crise que nous traversons est beaucoup plus difficile à cerner. Ce qu'on peut sans doute résumer, on a constaté de manière très spectaculaire l'année dernière, c'est un recours accru au commerce en ligne, et parallèle, probablement la baisse pour les produits alimentaires accentuée du commerce de proximité. Tout ça, évidemment, n'est pas neutre du tout, parce que ces métiers ont très souvent été des métiers qui servaient de sas d'entrée dans la vie active, comme premier emploi des jeunes. Alors, quand on prend ça et puis qu'on le conjugue avec les évolutions de long terme qu'on a déjà identifiées, sur lesquelles nous travaillons dans le cadre de la prospective métier-qualification, où on voit venir de la croissance des métiers de l'informatique, la croissance des métiers du care, le second œuvre du bâtiment pour la rénovation thermique des logements, tout ça, ça dessine un paysage où la capacité de construire à partir des compétences existantes de nouvelles trajectoires professionnelles devient un enjeu économique et social absolument majeur. Et c'est cette intuition qui a conduit à concevoir le dispositif transition collective Transco. On peut se demander si c'est un dispositif en avance sur son temps. C'est quelque chose qui, quelquefois, est évoqué par un certain nombre d'acteurs. On le saura en fait dans quelques mois. Et on saura dans quelques mois si les acteurs clés peuvent se l'approprier pour le faire vivre. Et il y a une raison assez spécifique pour laquelle c'est trop tôt pour le dire, c'est que nous avons connu l'année dernière une chose tout à fait inattendue, qui est que le plan de soutien d'urgence avec ses 4 grands dispositifs s'est traduit par un effondrement sans précédent du nombre d'entreprises qui ont fait faillite.
Et du coup, d'une certaine manière, l'économie, à certains égards, s'est figée. Personnellement, je ne pense pas qu'il va y avoir un rattrapage et que dans les mois ou dans l'année qui vient, on va voir toutes les faillites qui auraient pu avoir lieu usuellement en 2020 avoir lieu, plus celles qui auraient eu lieu notamment normalement cette année. Donc, je ne pense pas du tout qu'on va avoir cette trajectoire-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura plus dans les mois à venir qu'il n'y en a eu dans les mois passés. Et c'est à ce moment-là que le dispositif Transco commencera à être réellement confronté au test de la réalité. L'économie commencera à bouger. L'anticipation des difficultés conduira à ce qu'on se tourne vers ce dispositif et qu'il puisse devenir nécessaire d'y recourir. Alors, on le sait tous, il est perçu par certains comme complexe. Enfin, les mêmes sont aussi conscients du fait qu'il y a un soutien financier important. Ce qu'on peut dire, je crois, aujourd'hui, c'est que sa réussite supposera, et c'est ce que recommande d'ailleurs le rapport, la consolidation d'un écosystème institutionnel avec les entreprises et puis l'ensemble des acteurs économiques et du champ emploi-formation sur les territoires, les OPCO, le service public de l'emploi, les collectivités, les partenaires sociaux, les branches. Voilà. Une chose importante, si ça marche, ça voudra dire un renouveau de la négociation sociale. Ce n'est pas le moindre enjeu de la réussite du dispositif Transco. Et donc, au total, moi, je résumerai les choses en disant, on peut souhaiter qu'il ne soit pas trop nécessaire d'y recourir, mais on doit souhaiter aussi que partout où il peut être pertinent, où il peut être utile, on y ait recours, qu'il aide à trouver ce dispositif, des solutions collectives qui soient favorables aux intérêts des salariés et qui soient économiquement saines. Voilà, c'est dans ce contexte quand même très singulier qu'ont été menés les travaux qui vont être présentés, les recommandations, et ont été élaborés. J'espère qu'ils vous aideront à déchiffrer des évolutions qui sont, pour beaucoup d'entre elles, encore incertaines, et que tous les acteurs que ce sujet intéresse y trouveront une utilité pour leur pratique. Merci à tous ceux qui ont contribué à la construction de cette analyse et du rapport. Ils ont été très nombreux, entreprises, acteurs institutionnels, acteurs de l'accompagnement, experts. Et puis, grand merci aux équipes mobilisées pour l'organisation de notre réunion d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire et je laisse sans plus tarder la parole à Mariam et Vincent qui, comme vous avez compris, ont été les maîtres d'œuvre de tout le projet pour aborder plus précisément les enseignements et les conclusions du rapport. C'est à vous. Merci beaucoup Gilles pour cette contextualisation du rapport et de planter si justement le décor. La question des compétences est effectivement inscrite dans l'ADN du réseau emploi compétences. Ce réseau se veut être un lieu de production d'une expertise collective qui permette d'identifier les besoins en emploi et en compétences de demain et d'accompagner les entreprises, les actifs et ceux qui les représentent dans l'adaptation à ces évolutions. Nous produisons donc depuis bientôt 6 ans des diagnostics qui alimentent la réflexion sur le lien emploi-formation, qu'il s'agisse de travaux d'observation et d'analyse, comme sur les compétences transférables et transversales, mais aussi sur la capacité des entreprises à recruter, ou de travaux de prospective basés sur l'élaboration d'une méthode originale d'anticipation, que l'on appelle la VPPEC. Désolé, on participe aussi à l'inflation des sigles, donc VPPEC qui signifie Vision prospective partagée des emplois et des compétences, appliquée à plusieurs filières, la filière du numérique, la valorisation et la transformation des déchets, ainsi que les métiers du sport. Nous avons aussi quelques travaux en cours et nous sommes en train de finaliser la feuille de route 2021-2022 du réseau emploi compétences, qui va encore aussi s'attarder sur ces sujets de compétences, en essayant de remettre aussi au centre de nos analyses l'activité de travail. C'est notamment le cas pour un projet en cours sur le lien entre organisation de travail et développement des compétences. Sur le volet anticipation, on poursuit le travail fait sur les compétences de la transition écologique et puis plein d'autres sujets, comme sur les transitions professionnelles, voilà, qui viendront enrichir les débats. Nous avons décidé en 2019 de nous arrêter pour interroger notre manière d'appréhender cet objet qui est la compétence, mais aussi son appropriation par les entreprises. La compétence est aujourd'hui considérée comme un des éléments structurants du marché du travail, autant par les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs institutionnels. Et il nous semblait important d'investiguer son existence en entreprise. Parce que sans cette appropriation, il nous semble que les incitations réglementaires et les dispositifs d'appui qui existent en la matière
pourrait s'avérer inefficace. Donc l'idée, c'était vraiment de remettre les entreprises et les salariés au centre de nos analyses. Pour ce faire, Vincent Donne et moi-même, nous nous sommes entourés d'experts, de représentants du monde de l'entreprise ainsi que d'acteurs institutionnels et de l'accompagnement dans le cadre d'un groupe de travail qui s'est réuni 7 fois entre mai 2019 et décembre 2020. Et ce groupe de travail s'est appuyé sur des travaux existants, sur les remontées et l'expérience des membres du groupe de travail, ainsi que sur des auditions d'entreprises, des grandes comme des petites, et enfin sur les résultats d'une expérimentation, d'une étude monographique menée par le cabinet Solea auprès de DRH et de dirigeants d'entreprises sur leurs pratiques, le rôle qui joue la notion de compétence, ainsi que leur appréhension de cet objet. L'étude est disponible en ligne sur le site de France Stratégie si vous souhaitez la consulter. Nous nous réjouissons donc de partager avec vous les enseignements de ce rapport, avec sur place 3 participantes au groupe de travail qui ont accepté de se soumettre à cet exercice. Et puis nous avons aussi 3 pastilles vidéo, donc de témoignages d'autres membres du groupe de travail qui ont accepté de réagir. Encore merci à vous tous et merci aussi à l'ensemble des membres du groupe de travail qui ont vraiment contribué à l'élaboration de ce rapport. Cette présentation se fera en 2 temps. Donc un premier temps qui sera consacré aux pratiques effectives des entreprises en matière de compétences et qui sera animé par Vincent Donne, donc co-auteur du rapport. Et puis un second temps qui sera dédié au diagnostic posé sur la question des pratiques d'accompagnement portées par des acteurs institutionnels, ainsi qu'aux recommandations visant à rapprocher l'offre d'accompagnement aux attentes des entreprises. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez interagir avec nous ainsi qu'avec les intervenantes en écrivant vos questions ou remarques via le bouton « Poser votre question » situé en haut à droite du player. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui sont sur le site stratégie.gouv.fr. Si vous êtes sur YouTube, malheureusement, vous ne pourrez pas poser vos questions. Et plusieurs moments d'échange sont prévus. Donc, on fera en sorte de relayer vos questions et d'y répondre pendant toute cette séance. Aussi, le replay sera disponible, accessible après la conférence. Et pour ceux qui sont inscrits, vous recevrez un mail vous notifiant sa mise en ligne. Je vais maintenant passer la parole à Vincent Donne pour lancer cette première séquence de travail. Eh ben, merci beaucoup Mariem et merci du coup à Emmanuel et Anne de partager cette première séquence autour des pratiques effectives des entreprises en matière de compétences. Je vais commencer, moi, de mon côté, par ce qu'on pourrait considérer comme une sorte de diagnostic. S'interroger, du coup, sur quelle est la place réellement qu'occupent les compétences dans les pratiques. Pour effectuer ce diagnostic et pour l'introduire, il nous faut faire un détour par les représentations. En effet, sur la question des compétences en entreprise, on peut noter qu'il existe un grand paradoxe. Et ce paradoxe, au final, est lui-même la source de nombreux décalages et de nombreuses incompréhensions. Et il est réellement crucial pour pouvoir comprendre un peu ce sujet. C'est un peu même, on pourrait dire en quelque sorte, ce paradoxe que le rapport que nous avons rédigé avec le groupe de travail et avec Mariem, donc ce paradoxe-là que nous essayons un petit peu d'analyser en essayant d'en identifier les causes et modestement de proposer quelques solutions pour le dépasser. Alors ce paradoxe, quel est-il ? C'est tout simplement le fait que si toutes les entreprises font face à des enjeux qui, à leur manière, embarquent la notion de compétence, en réalité, une grande partie d'entre elles ne se sentent pas concernées par l'objet de la gestion des compétences. Un objet qu'elles estiment un petit peu éloigné de leurs préoccupations quotidiennes et concrètes. Et en résultat, je pourrais dire, de ce paradoxe, on a tout simplement le fait qu'un grand nombre d'entreprises n'ont pas sauté le pas et n'ont pas décidé de mettre en place ce qu'on pourrait appeler une approche compétence. En fait, une fois que je vous ai énoncé ce paradoxe-là, on pourrait presque dire que j'ai terminé mon intervention, mais bon, comme tout le monde, je suis assez bavard, donc je vais essayer de m'atteler un peu à l'expliciter. Donc restons un petit peu, du coup, sur cette question des représentations. Comme l'a évoqué Mariem, dans le cadre du groupe de travail, on s'est appuyé sur une étude de terrain où un certain nombre de chefs d'entreprise, d'entreprises de taille variée, ont été interrogés sur la définition qu'ils avaient des compétences et également sur les pratiques qu'ils mettaient en place pour s'intéresser à ces enjeux. Alors si on écarte certains d'entre eux, des chefs d'entreprise notamment de TPE qui nous ont dit qu'ils ne s'est tout simplement jamais posé la question, et c'est quand même loin d'être anecdotique et je pense qu'on aura le temps d'y revenir dans cette webconférence, si on écarte ces réponses-là, qu'est-ce qu'on peut ressortir de ces questionnaires, de ces entretiens ?
Eh ben, on peut en ressortir tout simplement, le premier fait, c'est que les entreprises, de prime abord, ont de la compétence une définition très concrète, très opérationnelle. Pour elles, la compétence, c'est savoir faire son travail. Pour elles, c'est être efficace au quotidien. On retrouve un petit peu ce fameux triptyque savoir, savoir-faire, savoir-être qui souvent sert à définir la compétence. On remarque aussi que la totalité des entreprises, y compris les plus petites, font face à des enjeux très opérationnels qui embarquent les compétences. On pense évidemment aux questions de recrutement, chercher un profil spécifique, essayer de limiter le turnover dans son entreprise, des enjeux aussi de développement des compétences. Tout simplement, je cherche à développer un nouveau produit, je cherche à diversifier mon activité, mais du coup, il faut que je développe les compétences de mes salariés. Des enjeux aussi, des fois, d'organisation du travail, qui nous sont cités par les chefs d'entreprise. Comment mettre la bonne personne au bon poste, comment rendre l'activité plus efficace, tout simplement. Dans les grandes entreprises, on voit aussi qu'on nous répond très vite avec une articulation entre des enjeux stratégiques et des enjeux de compétences, avec des questions comme comment est-ce que je peux tirer profit des compétences qui sont dans mon entreprise, comment je peux finalement réussir à faire de ces compétences un avantage concurrentiel sur le marché, avec là encore des conséquences très concrètes. Et on a une expression, je pense, d'une personne des RH de chez Orange qu'on a auditionné en groupe de travail qui résume bien ce point-là, c'est les démarches compétences doivent permettre de répondre à des enjeux business. Et je pense que quand on a dit ça, vraiment, on résume très bien la vision que peuvent avoir les entreprises et les chefs d'entreprise en particulier de la compétence. Et pourtant, quand on passe à la seconde partie de la question et qu'on les interroge un peu sur quelles sont les pratiques embarquant la compétence qu'il est possible de mettre en place pour solutionner ces enjeux, soit elles vous répondent qu'elles ne savent pas, alors qu'en réalité, ces entreprises-là, et on y reviendra, elles font des choses en matière de compétences, soit elles vous répondent gestion des compétences. Et du coup, évidemment, nous, on se dit, alors qu'est-ce que c'est pour vous, entreprise, la gestion des compétences? Et là, on se voit qu'il y a deux sujets, deux réponses qui reviennent assez systématiquement. La première, c'est la question de l'instrumentation RH, plus ou moins sophistiquée, où finalement, la gestion des compétences, c'est une approche très prescriptive, très on pourrait dire, normative des pratiques qui peuvent exister dans l'entreprise, qui est souvent construit autour d'un objet central, ce fameux référentiel des compétences, autour duquel s'articulerait la majorité de l'outillage en matière de RH. Dans les entreprises qui ont un peu plus de moyens, on va même avoir, on va nous citer très vite, quand on parle de gestion des compétences, des solutions RH numériques, des logiciels de gestion, des choses comme ça, qui sont achetées auprès de prestataires. C'est un peu comme si les entreprises vous répondaient, si vous n'avez pas de référentiel de compétences, vous ne manipulez pas finalement cet objet qui est la compétence au sein de l'entreprise. Et la seconde réponse qu'on a pu enregistrer très vite, c'est cet enjeu de la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qu'évoquait le commissaire de France Stratégie en introduction. À savoir une approche centrée autour d'une démarche prévisionnelle, centrée autour d'une anticipation, et qui serait nourri par un dialogue social qui trouverait finalement sa forme définitive dans la signature d'accords d'entreprise ou d'accords de branche. Ainsi, on voit, au final, de ce qu'on ressort des entreprises, que très systématiquement, la gestion des compétences est limitée et résumée à ce qu'on pourrait appeler les approches et les méthodes de GPEC. Alors je dis que c'est les entreprises qu'on a pu interroger, qu'on a pu en rencontrer qui disent ça, mais en réalité, c'est un point de vue qui est assez partagé, je pense, par l'ensemble des acteurs du champ, et de manière un peu comme ça anecdotique, mais rigolote. Quand, avec Mariem, on a mis à l'ordre du jour et au programme de France Stratégie un travail sur la gestion des compétences, automatiquement, il s'est retrouvé étiqueté en projet sur la GPEC. Donc on voit bien, comme ça, ce résumé qui est fait un peu aux yeux de tous. Et ce résumé-là, finalement, on voit que ça nous fait apparaître un petit peu ce hiatus, ce décalage entre des enjeux de compétences très concrets du quotidien, où les entreprises ont les mains dans le cambouis, on pourrait dire, et des réponses qui sont très formalisées et qui sont d'inspiration assez réglementaire.
Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre comment s'est généré ce décalage-là? On peut peut-être aller au slide suivant. D'où est-ce qu'il vient? Eh ben, en fait, il faut faire là aussi un retour, comme l'a fait un peu, l'a déjà évoqué Gilles de Margerie, à savoir comment est-ce que finalement la compétence, en France en tout cas, s'est développée et s'est imposée. Elle s'est imposée par le biais d'un double mouvement. On a eu d'un côté, au sein du monde de l'entreprise, un mouvement qui a fait que la compétence, qui est d'abord apparue dans le monde éducatif, s'est retrouvée finalement transposée dans le monde de l'entreprise avec l'apparition de ce qu'on appelle le modèle de la compétence, dans les années 90, et qui était vu initialement comme le renouvellement des pratiques d'organisation et de management au sein des entreprises, avec cette volonté de dépasser un petit peu le modèle de la qualification et les logiques un peu fondées sur le poste de travail. Quelque chose qui a assez bien résumé Gilles de Margerie. L'idée, c'était vraiment, la compétence permettait de conjuguer l'atteinte des objectifs stratégiques d'une entreprise et de l'autre côté, le développement professionnel des salariés qui pouvaient y gagner en autonomie. On voit bien l'objectif assez ambitieux de la compétence. À partir de ce moment-là, les compétences, elles connaissent vraiment un développement tout azimut, jusqu'à devenir, on pourrait dire, le modèle hégémonique de la gestion des ressources humaines, notamment encouragé par les directions du personnel qui y verront une opportunité pour elles, et c'est bien naturel, de gagner en importance dans l'entreprise. Et on va avoir presque finalement le passage de la compétence objet de négociation initialement à une compétence objet de discours managérial. Et ça, jusqu'au point où finalement, on arrive aujourd'hui à une gestion des compétences qui est en réalité un marché dans lequel évoluent un certain nombre d'acteurs, notamment des consultants privés, qui vont se retrouver en concurrence et qui vont rivaliser de solutions, qui vont rivaliser de programmes, de concepts aussi. Et on se retrouve aujourd'hui avec un cas où la gestion des compétences est presque devenue, on pourrait le dire, un produit sur un marché. Dans le même temps, de manière un peu concomitante, on a du côté des pouvoirs publics un mouvement qu'on pourrait appeler d'institutionnalisation de la compétence. Et comme le disait Gilles de Margerie, ce mouvement il n'a pas été uniforme, mais on a quand même vu petit à petit la compétence devenir la référence en matière d'administration du marché du travail, toujours avec cette idée de lutter finalement contre le chômage de masse, avec cette idée de référencer, certifier les compétences, notamment pour les moins qualifiés, avec cet objectif d'introduction aussi des logiques de parcours professionnel, les bilans de compétences, la VAE, etc. Donc tout un ensemble de dispositifs institutionnels qui permettent de faire de la compétence quelque chose de facilitateur sur le marché du travail. Mais on va aussi voir que les pouvoirs publics en France, en tout cas, vont aller plus loin, puisqu'ils vont, à leur manière, inciter à la diffusion de la gestion des compétences et, finalement, en fixant un certain nombre d'obligations légales, chercher à encadrer ces pratiques mises en place par les entreprises. Donc quand on dit obligation, on peut penser évidemment à des obligations de formation, même si ça fait débat, parce que c'est vrai que les obligations de formation qui pèsent sur les entreprises sont à leur libre interprétation. Obligations en matière d'accompagnement des parcours. On pense notamment au fait que l'entretien professionnel est aujourd'hui obligatoire pour la totalité des salariés, tous les 2 ans, que les entreprises doivent tous les 6 ans effectuer un état des lieux sur les parcours professionnels de leurs salariés. Elles doivent aussi leur fournir de l'information sur leurs droits en matière d'accès au CEP, sur le fonctionnement au CPF, etc. Mais les pouvoirs publics en France vont aller même encore plus loin puisqu'ils vont introduire une obligation dans la loi de négocier de la GPEC. En effet, depuis 2005 et la loi dite de cohésion sociale, les entreprises de plus de 300 salariés doivent négocier des accords de GPEC. Il faut savoir que ça, c'est vraiment une spécificité française et que ça a justement contribué à mettre au centre une dimension prévisionnelle de la gestion des compétences à une époque, au milieu des années 2000, où finalement, on était en train de se rendre compte que cette dimension prévisionnelle-là, elle était quasiment inaccessible pour la majorité des entreprises, parce qu'elle était trop lourde d'un point de vue de processus, on pourrait dire, à mettre en place, et parce qu'elle demandait énormément de ressources. Ça a aussi contribué à fonder de la gestion des compétences une vision très défensive. En entreprise, on gère les compétences parce qu'on veut éviter des licenciements. Et je pense que le dispositif Transco, là encore, vient un petit peu dans cette dynamique-là. Et du coup, ce qu'on constate, c'est que de fait, ce double mouvement, finalement, d'un côté l'incitation réglementaire, de l'autre côté l'action d'acteurs un petit peu qui cherchent à exister sur un marché lucratif, vont contribuer à cette réduction, à cette
dire, l'égalisation de la gestion des compétences. Et ça, c'est pas sans conséquence. En effet, si ça a permis de faire de la compétence une préoccupation, en tout cas formelle des entreprises, ça a aussi contribué à donner des pratiques, à donner une vision des pratiques de gestion des compétences, une vision très réglementaire, et qui va donner un rôle central à l'instrumentation de gestion. Donc les conséquences de cette vision, quelles sont-elles? La première, c'est que une part non négligeable des entreprises finalement ne se sentent pas, comme je le disais, concernées par cet objet qu'est la gestion des compétences. Et là, on pense en particulier aux TPE, PME. Et on retombe finalement sur nos chefs d'entreprise qui disaient ne pas s'intéresser à cet objet. En effet, il faut rappeler que pour les petites entreprises, finalement, elles n'atteignent pas forcément le seuil critique pour mettre en place une instrumentation de gestion, qu'elles ne sont pas concernées par cette obligation de négocier d'accord de GPEC, et que du coup, elles ont souvent de la compétence une vision assez normative et réglementaire. La seconde conséquence, c'est le fait que là où ces accords et ces instrumentations de gestion de compétences existent, ils peuvent un petit peu souffrir de degrés d'appropriation très variables. Alors, avoir l'obligation de négocier les accords de GPEC n'est pas du tout quelque chose qu'on remet en cause, et je pense que c'est très important de générer du dialogue social autour de la compétence. Mais pour autant, on sait que ce sujet reste largement secondaire par rapport aux enjeux, par exemple, de rémunération ou de qualification. Et on sait que ces accords de GPEC sont très rarement, ou en tout cas trop rarement, dirons-nous, articulés avec les autres leviers de la gestion des ressources humaines, que sont la formation, le recrutement, etc. Et du côté des instrumentations, là encore, on a auditionné des entreprises et certaines ont des démarches extrêmement innovantes et on vous renvoie vers le rapport pour en savoir plus et on a essayé de les souligner. Mais pour voir aussi les trains qui n'arrivent pas à l'heure, il faut aussi dire que ces instrumentations sophistiquées, elles comportent des risques. Elles comportent des risques parce qu'elles créent des pesanteurs, parce qu'elles créent une multiplication des procédures en entreprise. Comme on l'a dit un petit peu Gilles de Margerie aussi en introduction, on sait que voilà, parfois les prolongements opérationnels de ces instrumentations sont un peu compliqués, qu'on a des managers et un management intermédiaire qui a du mal à s'en emparer. Et du coup, on constate que des fois, on a un peu l'instrumentation comme une forme d'excroissance. Et la conclusion de tout ça, qui est un petit peu la conclusion globale, c'est qu'au final, les approches compétences restent finalement très minoritaires au sein des entreprises françaises, on pourrait dire. Alors c'est très difficile d'objectiver la gestion des compétences et par conséquent, c'est dur de répondre à la question combien d'entreprises pratiquent la gestion des compétences. Mais on a quand même eu une étude de France Stratégie qui a été parue en 2019 et qui concluait au chiffre d'environ un quart des entreprises qui pratiqueraient ce qu'on pourrait appeler de la gestion des compétences. Et effectivement, pour conclure, si on regarde un petit peu les actes RH eux-mêmes, on se rend compte que ceux-ci sont très rarement, en tout cas trop rarement, là encore, appuyés sur les compétences. On peut le voir sur les questions de recrutement, où finalement la logique de qualification, d'expérience et de diplôme continue à perdurer, en France peut-être même encore plus qu'ailleurs. On le voit dans les accompagnements des parcours individuels. Selon les dernières études, on a un salarié sur deux, 52% seulement des salariés qui auraient accès à un entretien professionnel tous les 2 ans, alors que, rappelons-le, cet entretien est obligatoire. Et qu'en plus, dans 80% de ces cas-là, il donnerait lieu à une évaluation du travail du salarié et que du coup, il serait plus ou moins, on pourrait dire, détourné de son objet initial. La formation elle-même, qui est pourtant par essence l'objet qui est articulé à la question des compétences en entreprise, est souvent au final peu connectée avec les outils de gestion des compétences et avec la notion de parcours. On voit que dans les plus petites entreprises, la formation obligatoire occupe une place prépondérante et que dans les plus grandes, la formation est très souvent tournée vers de l'adaptation au poste de travail et pas vraiment sur cette question de logique de parcours. Et donc pour conclure cette intervention, on pourrait dire que là, tout ce que je viens de dire, ça paraît un petit peu dur à l'égard des entreprises, mais je vous renvoie à un entretien qui a été accordé par Patrick Martin, président délégué du MEDEF la semaine dernière dans AEF, et qui lui-même finalement déplorait, et je le cite, « Le sujet des compétences et de leur évolution n'est pas suffisamment intégré dans la vision stratégique des entreprises et le dialogue social sur le plan du développement des compétences n'est pas toujours aussi riche qu'il devrait l'être ».
Alors pour quand même essayer de terminer sur une note positive, je vais vous lancer sur une petite pastille vidéo justement en montrant que ce constat n'est pas forcément univoque, en vous proposant le témoignage d'Aurélia Andromeni, une membre du groupe de travail qui est DRH de l'entreprise Neos SDI, une PME du secteur informatique, qui a participé, comme je disais, aux travaux du groupe de travail et qui justement va nous parler de l'expérience qu'elle a mis en place dans son entreprise, où elle, justement, a mis en place ce qu'on pourrait appeler une approche, une démarche compétence. Je travaille depuis plus de 15 ans au sein de Neos SDI, spécialisée dans le conseil autour des technologies Microsoft. Je l'ai rejoint quand elle ne comptait qu'une trentaine de personnes. Elle en a désormais 200 et est intégrée à un grand groupe. Dès le départ, j'ai construit la fonction RH comme étant une fonction stratégique de l'entreprise, et c'est un point très important pour comprendre la suite. Nous sommes en effet dans un secteur à la fois très concurrentiel, beaucoup d'acteurs sur un même créneau, et travaillant sur un positionnement très évolutif. Les cycles technologiques sont de plus en plus courts. Dès le départ, j'ai souhaité valoriser les parcours qu'à l'époque certains considéraient comme atypiques, c'est-à-dire ceux ne sortant pas des grandes écoles. Au milieu des années 2000, c'était encore une pratique peu courante. Puis progressivement, j'ai continué à chercher des sources complémentaires de recrutement et nous avons mis en place des POI, formation puis recrutement de demandeurs d'emploi. Ainsi, je suis naturellement venue à considérer le recrutement non comme la reproduction d'un profil type, mais comme la construction de celui-ci. Je travaille dans un secteur qui recrute, même en période de crise, qui ne parvient pas toujours à pouvoir tous ses postes et qui en même temps connaît du chômage. Ce hiatus m'a amené à m'interroger sur l'évolution de nos besoins, en termes de qualification et de compétences, au niveau de la formation initiale et continue. C'est suite à un séminaire de France Stratégie sur le sujet que j'ai souhaité m'investir dans ce groupe de travail qui allait de pair avec les questionnements que j'avais dans ma pratique en entreprise. Cela m'a fait prendre conscience qu'il fallait aussi bien travailler à la question des compétences en recrutement qu'en interne, et qu'il était nécessaire de structurer et valoriser la professionnalisation de nos collaborateurs. Car au final, nous avons besoin de personnes qualifiées, oui, mais surtout polyvalentes et évolutives. Ce travail, je ne l'ai pas fait seule, même si j'en suis l'initiatrice. J'ai été suivie par la direction générale, puis par les directeurs d'activité. Il est en effet important que cette démarche soit collective pour qu'elle soit source de réussite. Je me souviens d'un comité de direction où l'on parlait de guerre des talents et de comment la gagner. J'ai été directe, cette guerre est perdue d'avance. Elle l'est non pas parce que nous n'avons pas les bonnes armes, mais parce que nous sommes trompés de bataille. C'est la guerre des compétences qu'il faut gagner. Mais pour cela, il faut ancrer la compétence au plus près de l'activité et la mettre en lien avec le business. Et de quoi s'agit-il vraiment? Pourquoi les entreprises, surtout les PME, devraient s'en préoccuper et comment? Et enfin, quels objectifs attendons-nous de tout cela? Plus d'efficacité, un meilleur ancrage concurrentiel, un réel bien-être au travail et une meilleure conciliation individuelle-collective. À travers cette démarche, la compétence devient un mouvement et non le résultat. De façon pratique, comment cela s'est opéré en interne? D'abord par la formation des managers aux attendus de l'entreprise. Cela peut paraître évident, mais tous n'avaient pas la même maturité par rapport à leur rôle, ni la même compréhension de leurs responsabilités. Ensuite, faciliter la transmission des savoirs en interne. Chaque semaine, en format court, 30 minutes, une présentation technique au métier. La formation est enregistrée, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une base de plus d'une centaine de vidéos de nos collaborateurs. Enfin, par une automatisation de la formation, plus courte mais également plus régulière. L'année dernière, c'est plus de 2600 heures de formation pour moins de 200 personnes et plus d'une soixantaine de certifications techniques et métiers. La formation ne doit plus être pensée comme la nécessaire adaptation d'un salarié à un poste de travail figé, mais comme un développement continu d'un ensemble de savoir-faire et de savoir-être et donc de compétences, ce qui facilite in fine les transitions professionnelles. La gestion des compétences est ainsi devenue la réalisation de l'engagement des individus et un modèle d'adhésion aux valeurs de l'entreprise. C'est d'ailleurs allé de pair avec un processus de labellisation RSE, car pour moi, lier les deux permettait d'en faire un réel enjeu de compétitivité et de différenciation de l'entreprise. La RSE est en effet particulièrement structurante pour les entreprises en croissance et peut rapidement devenir un vecteur d'engagement en interne. Par ailleurs, les stratégies de montée en gamme doivent toujours s'accompagner d'une réflexion sur la qualité des pratiques organisationnelles et managériales. Quelles sont aujourd'hui les conséquences de tout cela? Une meilleure anticipation des besoins en compétences à partir des enjeux technologiques et business, la construction d'une base commune de compétences, de talents partagés, la transformation des compétences grâce à plus de moyens en formation. Les mutations induites par ces évolutions ont entraîné un triple défi pour les entreprises, qui ont dû adapter leurs organisations, acquérir de nouvelles compétences et développer de nouvelles formes de travail. La mise en place de ce modèle organisationnel plus souple et plus transversal
nous a d'ailleurs permis plus de réactivité et d'agilité dès le début de la crise du Covid. Aujourd'hui, repenser expérience salariée est clairement perçue comme un levier indispensable pour réussir les adaptations, voire les changements de cap de nos entreprises. Le lien entre engagement des salariés et performance des entreprises n'a jamais été solidement établi, ce qui renforce une certitude, les DRH ont plus que jamais un rôle stratégique dans l'entreprise. Un an après le début de la crise et le premier confinement, les DRH ont vu leur rôle transformer leur responsabilité dans l'entreprise étendue, et nous devons saisir cette opportunité. En effet, au même titre que la relation client-partenaire, l'entreprise doit s'assurer de la qualité de la relation interne. En dépit de la distance physique que nous subissons, une écoute continue des équipes, un suivi du développement de leurs compétences et un renforcement de leur sentiment d'appartenance sont indispensables. L'enjeu des compétences internes comme externes est donc stratégique, et ce, quelle que soit la taille de nos organisations. Eh ben, je pense que ce témoignage très intéressant constitue justement une très bonne transition vers la suite de cette première séquence, puisqu'on voyait déjà se dégager un peu quelques pistes, pour mettre en place finalement des pratiques de compétences vertueuses au sein de l'entreprise. Et du coup, je vais laisser la parole à Emmanuel et Anne, qui vont justement essayer un petit peu de présenter les pistes qu'on essaye de développer dans le rapport pour dépasser un peu les écueils. En citant peut-être le fait que du coup elle porte la voix de l'ensemble du groupe de travail et que cette présentation a été écrite à 6 mains avec Christine Afria qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui. Donc je vous laisse la parole à toutes les deux. Merci Vincent, et merci de votre invitation, de votre animation à tous les deux qui a été très productive pour nous tous. Je vais partager avec vous 2 idées à retenir, si vous le voulez, et une représentation schématique de la façon dont on a conçu, à l'issue de ce groupe de travail, ce qu'est la compétence. On vient de l'entendre, la compétence, ça n'est pas un objet, la compétence, c'est un mouvement. Voilà, la compétence est un mouvement qui s'élabore par une construction collective. C'est le fil rouge de mon intervention. Donc, Vincent l'a évoqué, on a 2 grands types d'approches des compétences. Une approche qu'on pourrait qualifier de gestionnaire, qu'on va observer au travers pléthore d'outils qui peuvent être tout à fait bien faits, bien conçus. Et cependant, on a pointé quelques écueils, particulièrement 2 écueils à cette approche gestionnaire. Le premier écueil, c'est de faire croire que la compétence est un attribut individuel, qu'on va pouvoir mesurer la compétence comme on pourrait prendre les mensurations d'une personne. C'est un écueil. Le deuxième écueil, c'est d'être pris au piège d'une approche mécaniste, c'est-à-dire de croire que la juxtaposition de compétences individuelles, c'est cela qui va rendre le travail tenable, faisable et de qualité. On voit bien, entre cette juxtaposition de compétences et la réalisation du travail, qu'il manque quelque chose. Très récemment, une jeune femme d'une entreprise du nord de Paris disait « Mon DRH, c'est pas un manager, c'est pas quelqu'un qui s'occupe du travail, mon DRH, c'est un gestionnaire. » C'est assez triste, difficile d'entendre cela. Donc, en fait, il ne s'agit pas pour nous de dénoncer l'inutilité totale des outils, ce n'est pas du tout l'objet. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces outils? Ces outils ne décrivent pas le réel dans leur complexité, dans leur diversité. Ces outils peuvent par contre être utiles pour aller interroger le réel. Servons-nous des outils pour aller discuter avec les personnes qui sont dans l'activité de travail et qui vont avoir un avis sur oui, d'accord, on a mesuré cela, mais dans la réalité, ça serait bien d'intégrer les conditions dans lesquelles cela a été produit. Donc, servons-nous des outils comme des objets de médiation. Les chercheurs en sciences de gestion vous le diront et en témoignent, les pratiques de gestion les mieux équipées ont toujours un souci narratif. Gérer, ça n'est pas compter. Gérer, c'est aussi raconter. C'est raconter une histoire de productivité, c'est raconter une histoire du travail, c'est raconter une histoire d'organisation du travail. Et les outils, ils peuvent être utiles si ils nous aident à faire que toutes ces histoires
écrivent une histoire commune, celle bien sûr de la pérennité et de la production de l'entreprise dans des conditions qui sont favorables pour les individus. Voilà pour l'approche gestionnaire. La deuxième approche, Vincent en a parlé déjà, on l'observe dans des entreprises qui n'ont pas visiblement d'outils. C'est une approche qu'on peut qualifier d'embarquer. Embarquer dans l'activité de travail. On se forme en travaillant, plus ou moins. Dans cette approche-là, on a aussi une série d'écueils. C'est qu'une entreprise, quand elle va se retrouver en difficulté, en concurrence, en perte de productivité, en perte d'énergie, va s'adresser à des acteurs du territoire qui vont avoir tendance à lui apporter une réponse en termes de compétences. Voilà, il te faut des compétences, il te faut un profil, il te faut... Là. On a là le risque de passer à travers une diversité, une complexité du besoin réel de l'entreprise. Donc la deuxième idée clé, c'est d'aller analyser le besoin des entreprises avant de penser y répondre avec des outils qui seraient ceux de la compétence. Aller analyser, ça demande d'opérer une traduction, ça demande d'opérer des croisements de regards, et c'est en cela que ce groupe de travail et le fait qu'il ait lieu à France Stratégie est vraiment une belle opportunité, parce qu'on partage tous là aujourd'hui une conception un peu alternative de la compétence, comme une construction collective, et cette construction collective, chacun de nous y participe. On a tenté de... enfin non, on n'a pas tenté, on a mis en schéma cette représentation collective de la construction de la compétence. On y voit là 6 grands participants à la construction des compétences. Alors, qui participe à la construction des compétences? Tout le système de reconnaissance. Si on veut reconnaître les compétences, si on veut les évaluer, il faut reconnaître également qu'elles ont lieu dans un environnement de travail. Donc il faut aussi reconnaître et évaluer les modalités qui nous permettent de développer ces compétences. Ça nous envoie directement vers la question de l'organisation du travail. L'organisation du travail, bien sûr, génère ou pas du développement des compétences. Elle génère des conditions de travail qui vont donner aux personnes ou pas la possibilité d'activer des ressources pour agir, pour savoir s'exprimer, pour savoir réaliser son travail. Le management, bien sûr, participe également au développement et à la construction et à l'activation des compétences, en permettant un travail coopératif, collaboratif et en s'intéressant au travail plutôt qu'à la mesure ou à l'évaluation. La formation, évidemment, participe au développement des compétences et on voit aujourd'hui, dans la dynamique qui est la nôtre et qu'on partage avec vous, le développement notamment de la formation en situation de travail qui recrée ce lien, qui recrée cette représentation de la compétence comme un mouvement, c'est-à-dire quelque chose qui se réalise dans un environnement en fonction de conditions qui nous permettent d'agir. Bien sûr, les acteurs du territoire, ceux qui sont aussi en interaction avec les entreprises sur le territoire, et en se connaissant mieux, c'est notamment aussi ce à quoi sert cette webconférence, en se connaissant mieux et en partageant un vocabulaire commun sur ce que c'est que la compétence, on va pouvoir commencer à parler de l'environnement dans lequel se déploient les compétences plutôt que de l'outillage des compétences. Et tout cela, bien sûr, contribue à la performance. La performance, tout comme les compétences, elle est génératrice et elle est bénéficiaire du développement des compétences. Voilà, donc on a en synthèse deux grandes idées. Ayons le souci narratif, analysons le besoin des entreprises et merci à vous de partager et de mettre en mouvement cette représentation de la compétence pour construire collectivement des réponses aux entreprises. Alors, bon fonctionnement.
Oui, Marième. Par rapport au chat, donc on a quelques questions qui arrivent. Et pour faire le lien, on a deux commentaires où la personne dit encore faut-il que la compétence soit considérée, et ce n'est pas souvent le cas, même si elle est mobilisée dans le travail, et de l'importance aussi de distinguer le développement des compétences de l'outil formation qui n'est pas forcément toujours contextualisé dans une situation professionnelle. Et donc ça me fait penser effectivement que cette construction repose sur un socle qui est la situation de travail. Est-ce qu'on peut l'avancer telle qu'elle? Absolument. Et comprendre le travail, c'est un métier, c'est une démarche, c'est une posture qui nécessite de mener une enquête. Et cette enquête, elle est nécessairement collective. Elle embarque les personnes qui réalisent le travail, elle embarque le management, elle embarque le collectif, elle embarque la direction, elle embarque les prestataires. Donc, menons collectivement cette enquête sur le travail pour penser un accompagnement du développement des compétences. Merci beaucoup. Peut-être passer à plus de précision sur le contenu de ce schéma, Anne. Oui, volontiers. Enfin, merci à France Stratégie, merci à Vincent et Marième de nous avoir permis de travailler dans le cadre de ce groupe de travail qui a été très riche et très actif dans une période difficile, le contexte de la pandémie étant montant. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel a bien positionné effectivement le fait que l'orientation de la vision de la compétence comme résultante d'une co-construction se situe au cœur de 5 axes, on va dire, qui sont bien évidemment, et la remarque qui vient d'être faite tout à l'heure dans le chat la nourrit, qui sont en interaction et interconnectés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir l'un des axes indépendamment des autres, par exemple la formation ou la gestion des compétences. Ces 5 axes, je les rappelle, sont l'organisation du travail, le management, la formation, mais aussi le territoire, j'y reviendrai, l'entreprise sur son territoire, la question de la valorisation, de la reconnaissance de la compétence et également la stratégie de l'entreprise et sa performance. Donc, nous avons inscrit la conclusion de nos travaux et la principale recommandation dans le cadre de ce schéma que vous voyez à l'écran. Et ce schéma marque une rupture avec une approche déductive de la compétence, hein, dont vous avez signalé les lourdeurs et les risques. Et cette démarche nous semble d'autant plus nécessaire qu'elle s'inscrit aujourd'hui dans un contexte, comme l'a rappelé Gilles de Margerie, dans un contexte socio-économique qui est marqué par de nombreuses transformations. Je les avais évoquées, je les rappelle rapidement. Du côté des entreprises, 2 enjeux, la transition écologique, la digitalisation, qui touche l'ensemble des secteurs et des tailles d'entreprise, et les tailles d'entreprise, y compris les toutes petites, je les connais bien, depuis les méthodes de conception, de production, de marketing, d'organisation du travail. Donc c'est toute la chaîne du travail. Et d'où les fortes incertitudes et le fort degré d'imprévisibilité sur les besoins en compétences à court ou du moins à moyen terme. Et du coup, aujourd'hui, on est attentif dans les entreprises qu'on ne sait pas tout des compétences et que les schémas de prévision et d'anticipation ne fonctionnent plus. On est dans un contexte d'accélération des transformations du travail et ça touche particulièrement les personnes de travail et leur environnement immédiat, donc les managers dont parlait Emmanuel tout à l'heure. Et donc l'acceptation de la part imprévisible de la compétence et de son devenir devient l'une des clés de pilotage, donc y compris de la performance, y compris pour la formation. On le rappelait, la nécessité d'être au plus près des situations de travail qui elles-mêmes sont en évolution. Et du côté des salariés et des demandeurs d'emploi, en fait, on a une fragilisation, une conscience
de la fragilisation croissante des compétences acquises, avec la nécessité d'être de plus en plus en capacité de recombiner ces compétences sur de nouvelles configurations professionnelles, dans de nouveaux environnements. C'est pour ça qu'on insiste dans notre schéma sur l'entreprise sur un territoire. L'entreprise, elle n'est pas seule, elle source et elle est ressource. Elle source sur un territoire et on sait tous les problèmes de relations de difficultés à trouver des compétences notamment dans les régions, dans les territoires. Donc elle source et elle est ressource. Et c'est l'exemple du dispositif transition collective dont on parlait. Et donc, le sujet de la compétence, il est, par rapport à cette problématique-là, il est devenu critique en termes d'acquisition, de fidélisation, et on parle, même l'un de nos interlocuteurs, l'un de nos audités dans le cadre du groupe, a dit que la compétence était la clé de la transformation de la culture de l'entreprise. Donc on change l'ADN, l'ADN se change, mais il faut que la compétence soit au cœur de ce changement. Donc comme c'était souligné tout à l'heure, dans ce contexte-là, la compétence n'est pas un résultat, pas seulement, elle est un résultat, une ressource et un processus. Donc c'est les trois à la fois. Et donc, il faut déplacer, ça c'est l'une des principales conclusions de notre travail, déplacer le curseur de la compétence identifiée et produite aux conditions dans lesquelles se produit aux conditions de production de la compétence. Donc voilà. Il ne suffit pas de faire de bons référentiels de compétences pour être en accord avec les dynamiques de travail. Il ne suffit pas de faire de bonnes formations pour contribuer à l'évolution des compétences. Et donc, la question de la compétence se trouve, comme elle a toujours été, mais en fait, on a connu des biais, des déviances, des logiques d'instrumentation, comme tu le disais. La compétence, elle se retrouve au cœur d'une interaction entre l'individu, de plus en plus reconnu comme porteur de compétences et donc ressource pour l'entreprise, et en même temps le travail reconnu comme porteur de compétences. On va parler d'une écologie du travail, et donc avec une centration sur l'organisation. Alors, l'une des conclusions de notre schéma, c'est que le management des compétences, il doit être, et dans certains cas, et ça c'est le témoignage d'Aurélia le confirme, il est au cœur d'une interface active, d'une fonction partagée entre la stratégie, ceux qui sont dans la stratégie, ceux qui sont dans la fonction RH. Aujourd'hui, on voit encore trop de fonctions RH qui sont séparées et qui ne veulent pas entendre parler de compétences, ou du moins où le juridique ou l'instrumental l'emporte sur la question de la vie de l'entreprise, le management, et puis l'environnement socio-économique dans lequel l'entreprise évolue. Et pour terminer, je voudrais dire qu'on a trois conditions pour que cette fonction partagée fonctionne. Alors, il y a une première condition que vous connaissez tous, c'est la condition épistémologique, je dirais, c'est l'adoption du langage de la compétence comme un socle de communication commune, mais sans s'enfermer pour autant dans des définitions. Trop souvent, on dit, comment va-t-on définir la compétence? Et du coup, quelle grille d'analyse de l'activité va-t-on faire? Non. On parle compétences, on parle travail, on parle compétences. Donc on parle compétences. La deuxième, c'est cette condition organisationnelle qui est au cœur de notre schéma, c'est de valoriser les boucles de rétroaction entre l'entreprise et ses collaborateurs, entre l'entreprise et son territoire, entre les collaborateurs eux-mêmes, et surtout avec une fonction centrale, vous l'avez dit, de la RH. Et enfin, c'est cette condition je dirais que je voudrais appeler la condition écosystémique, c'est-à-dire que il est vraiment aujourd'hui, et c'était évoqué tout à l'heure par Monsieur de Margerie, renforcé autour des entreprises, et là on va vers un véritable changement de l'accompagnement, un véritable écosystème de proximité qui embarque les acteurs publics de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Aujourd'hui encore, on agit en silo, on répond à des appels d'offres, et
Et sur les territoires, que se passe-t-il? Quelle coordination au service de l'entreprise, au service des emplois? Voilà, donc ce faisant, si on met en place, si on est actif, en fait, c'est une grille qui permet de dire, bah, tiens, là on a un petit point faible, là, on peut aller plus loin. Eh bien, l'empreinte sociale de l'entreprise va se développer et augmenter sur le territoire, et on va avoir une gestion, comme tu le disais, l'instrumentation, c'est lourd, ça entraîne des pesanteurs. Donc j'ai retenu cette notion. Il y a un manque d'appropriation à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur. C'est lourd, et donc il faut que ça soit approprié d'abord au sein des organisations, et puis que ça devienne léger, fluide. Voilà, c'est ce que disait Aurélia tout à l'heure. Merci beaucoup Anne. Juste une précision pour ceux qui nous suivent, le schéma est dans le rapport, donc oui. On sait que là c'est compliqué à lire, c'est écrit en tout petit, mais voilà, vous pouvez ouvrir le rapport et vous le trouverez dans page 102, ou même avant, il y a une petite synthèse pour ceux qui n'ont pas le temps de lire tout le rapport, voilà, dans lequel on l'a remis. Merci beaucoup Anne. Juste vous relayer une question de l'importance de partager un langage commun. On en reparlera tout à l'heure sur la question de l'accompagnement, mais déjà au sein de l'entreprise, quand on dit qu'il faut mettre en dynamique toutes ces dimensions-là, comment est-ce qu'on crée un langage commun entre toutes ces fonctions? Alors, on peut courir le risque en disant partager un langage commun, de remettre en œuvre un vocabulaire qui serait défini et dont il ne faudrait pas sortir. Je parlerais plutôt de dialogue ou de dialogisme. Voilà, allez enquêter sur les sur les logiques différentes qui sont à l'œuvre pour réaliser le travail. Là, on va tirer le fil de ce que les personnes mobilisent comme expérience antécédente, comme ressources dans l'entreprise, comme connivence, comme ajustement. Et on a différentes logiques qui finalement arrivent toujours à produire le travail en se préservant, en se développant et en étant attentif à produire quelque chose de qualité. C'est aller plutôt chercher les différences de logique et les mettre en discussion qui est utile, plutôt que d'essayer de stabiliser un vocabulaire. Il se stabilisera entreprise par entreprise, équipe par équipe, à un moment donné, et aura besoin d'être peut-être remis en discussion régulièrement. C'est le mouvement dont on parle. Si je pouvais juste rajouter un mot, on pourrait presque dire, de manière un peu provocatrice, que le meilleur langage de la compétence, c'est tout simplement de ne pas parler de compétence. Au final, c'est peut-être de parler, non mais c'est de parler du travail, c'est de parler de l'organisation du travail. Et c'est là où on retombe sur cette idée du très concret, de l'organisation, sur la question du geste, hein, sur des choses qui sont très pragmatiques, on pourrait dire. Et c'est ça, en fait, parler de la compétence, on pourrait dire. Après, je veux dire, c'est bien entendu, il faut des experts et je pense que c'est intéressant. La notion de compétence reste intéressante, ne serait-ce que pour, on pourrait dire, des gens comme nous aussi, pour pouvoir prendre de la hauteur, essayer d'avoir une vision un peu théorique. Mais c'est vrai que dans l'entreprise, on pourrait presque ne pas l'évoquer et tout simplement créer des espaces de discussion, de dialogue. Toutefois que cela n'accompagne pas la disparition de la compétence. Parce que dans la compétence, il y a du côté du sujet une forte dimension de conscientisation. Puisqu'on le disait tout à l'heure, il faut de plus en plus être équipé soi-même des capacités. J'utilisais bien ce terme de capacité qui renvoie à une capacité à se doter de compétences et à apprendre. Il faut bien être conscient de ses compétences et aussi de ses failles à tout moment. Donc c'est là où il y a une dynamique de la compétence qui est à récupérer sans pour autant, alors là je suis 100% d'accord avec vous, se laisser déterminer par des vocabulaire, des définitions dont on a beaucoup souffert. Hein. Peut-être vous relayez deux autres questions avant de passer à la séquence suivante. Je vois que le temps tourne. Une première question qui est plutôt sur comment appréhender cette question de la compétence quand on dit qu'elle est contextualisée et liée à une situation de travail pour un demandeur d'emploi qui est hors situation de travail. Je ne sais pas si vous avez des réflexions là-dessus. Mais justement, en lui donnant accès à de l'emploi, en lui donnant accès à des expériences individuelles et collectives qui vont le mettre dans des situations qui, Anne vient de le dire, vont le conduire à exprimer ce qu'il a fait, à savoir conscientiser, vivre une situation et ensuite être accompagné à
à raconter ce qu'on a vécu dans cette situation, de ce que ça nous a fait, de ce qu'on a mobilisé, de comment ça nous projette dans une nouvelle situation, cela est formateur et cela est gage de développement d'un parcours professionnel. Donc, il faut absolument, par tous les moyens, pouvoir donner aux personnes la possibilité de vivre des expériences et des expériences de qualité, hein, et des expériences dans lesquelles ils vont pouvoir avoir les moyens de mobiliser des ressources. Il faut créer ces environnements d'expérience. D'ailleurs, dans les dispositifs du PIC, entre 100% inclusion, on trouve la notion de révélateur, de phase de révélation de compétences. Parce que voilà, chaque individu est compétent. Et la compétence, c'est aussi une relation. Hein. C'est pas en soi. C'est un système de relations et effectivement, en tant que demandeur d'emploi, on peut être privé des conditions nécessaires à l'activation de ces compétences. Et donc, il faut réintroduire de l'action, de la mise en situation, même de manière un peu non naturelle, si je dirais, d'expérience pour réactiver cette conscience de la compétence. Et peut-être, du coup, pour compléter, rappeler que il existe, là, pour le côté, là, on parlait plus du côté développement des compétences, hein, mais le côté recrutement, bien évidemment, il existe des méthodes qui permettent, absolument. Je pense évidemment à la MRS hein, de Pôle emploi, mais aussi à plein d'autres types de modalités de recrutement, recrutement par simulation, qui permettent de mettre en situation, finalement, des demandeurs d'emploi pour justement, et c'est bien là tout l'objectif initial de la logique compétence, c'est quelqu'un qui n'a pas un diplôme, qui n'a pas une qualification reconnue, il est compétent, on vient de le dire, et ces dispositifs-là de recrutement permettent finalement d'essayer non pas seulement de mesurer, mais vraiment de voir naître les compétences et de voir si les personnes peuvent convenir. Alors oui, du point de vue de l'individu, mais aussi du point de vue de l'entreprise. C'est que du côté des demandeurs d'emploi et du système public de Pôle emploi, il faut aussi avoir une meilleure emprise sur la réalité des compétences requises, parce que souvent on a une définition de poste qui correspond pas forcément aux compétences de. Vous voyez, c'est un problème, un système de connexion finalement qui est à développer entre le marché du travail et le marché de l'emploi, qui est insuffisamment animé par la dynamique compétence. Et on peut rajouter, juste à ce tableau, les endroits où se créent les projets d'emploi pour soi-même, les projets de création d'entreprise, par exemple, les projets de créer une activité. On a en France un très bel accompagnement des créateurs d'entreprises et des créateurs d'activités. Même si les personnes ne vont pas jusqu'à créer une entreprise, l'accompagnement qu'ils vivent et les questions qu'ils sont amenés à se poser et la formulation d'un projet les amènent à développer une capacité d'expression, une capacité d'organisation, etc. Donc, mettre les personnes en projet, c'est aussi tout à fait une manière de leur donner accès à un emploi qu'ils vont créer eux-mêmes ou qu'ils trouveront dans une entreprise. Juste pour conclure, on a un commentaire d'un internaute qui nous dit qu'en nous écoutant avec intérêt, il se demande pourquoi prolifèrent tous ces outils présents sur le marché de la gestion des compétences. C'est donc une petite victoire, on peut dire, déjà, si on pose cette question. Du coup, peut-être pour conclure cette première séquence, on va vous proposer justement un autre témoignage. On parlait beaucoup des petites entreprises, des TPE, PME. Justement, on vous propose d'écouter un témoignage d'un gérant d'entreprise, Mathieu Charnelet, qui est gérant d'une PME dans le service à domicile et qui, là aussi, va nous parler un petit peu de son expérience. Et je pense que ce sera une transition parfaite pour la deuxième séquence de la webconférence. Le processus de développement des compétences, de mon point de vue, a deux clients. L'homme ou la femme au travail, qui a son projet professionnel, ses besoins de maintenir son employabilité, d'améliorer son bien-être au travail, et l'entreprise, et notamment le chef d'entreprise, qui a ses objectifs stratégiques, a besoin de compétences pour atteindre ces objectifs-là. Quand M. Pétel m'a demandé de participer au groupe de travail, j'ai trouvé que c'était pertinent d'aborder
les questions de l'amélioration du développement des compétences en posant les questions directement à un de ces deux clients, à savoir à un dirigeant d'une TPE-PME, pour entendre ce qu'il avait à dire. De mon point de vue, une démarche de remise en question d'un processus va toujours dans la bonne direction quand elle va écouter ses clients. Un chef d'entreprise d'une TPE-PME, il est la tête dans le guidon toute la journée. Il doit gérer, manager, vendre, produire. Ce n'est pas un spécialiste, c'est plutôt un homme orchestre qui doit gérer un certain nombre de problèmes. Et le processus de développement des compétences, dans la majorité des cas, lui échappe. Il le comprend mal, il le trouve compliqué. Or, en fait, quand il s'y penche, très vite, il va s'apercevoir que pour se différencier de la concurrence, il a besoin, à un niveau de granularité très fin, d'aller détecter et développer des compétences qui feront la différence par rapport à tel ou tel concurrent. De par mon expérience dans les services à la personne, de par mon expérience aussi en tant que gérant d'un organisme de formation, et par l'expérience récente de développement de l'AFEST au sein de mon entreprise de services à la personne, on s'est posé la question de ce niveau de granularité de la compétence. Et dans l'échange et dans le travail avec le groupe de travail mené par France Stratégie, ce qui est intéressant, c'est qu'on a abordé très librement les freins qu'il fallait probablement lever et l'aide qu'on pouvait apporter aux TPE. Et moi, j'en retiens 3 principaux. Le premier, déjà, c'est de remettre au cœur de l'entreprise, entre l'homme et la femme au travail et le chef d'entreprise, les aider à prendre conscience que c'est leur problème. Ce n'est pas le problème des OF, des OPCO, de la région, de l'État, c'est leur problème de développer les compétences. Donc remettons-les au cœur. Une deuxième question qui a été abordée, c'est comment les aider d'un point de vue financier. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple très concret, dans une entreprise de service à la personne, c'est très 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 tendu en main-d'œuvre. Organiser, planifier, rendre disponible quelqu'un pour aller en formation, c'est extrêmement lourd et coûteux. Or, on va l'aider à financer son coût pédagogique. On prend le problème à l'envers et du coup, on ne forme pas. Donc, il faut peut-être poser clairement la question du financement différemment. Enfin, le développement des compétences, encore une fois, il se joue au cœur de l'entreprise et par exemple, quand on déploie des méthodes de type AFEST, on va se réapproprier la compétence, on va la co-construire, la co-développer et on va s'apercevoir qu'on a en interne des gens qui sont brillants, qui sont uniques. On va peut-être même d'ailleurs réussir à les fidéliser en les amenant à partager ces compétences. Et là, tout de suite, on est dans un cercle extrêmement vertueux. Merci beaucoup à Mathieu d'avoir accepté de se soumettre aussi à cet exercice et merci pour ce témoignage qui introduit parfaitement notre deuxième séquence sur l'accompagnement. Un dirigeant, comme vous le voyez, qui appelle aussi de ses voeux un appui aux TPE-PME pour une bascule dans leur manière d'appréhender la compétence et d'envisager leur responsabilité dans le développement des compétences de leurs salariés. Il est donc nécessaire de consolider, comme le rappelaient aussi Anne et Emmanuel dans le temps précédent, consolider autour des entreprises un véritable écosystème de proximité qui enrôle les acteurs publics de l'emploi, de la formation et de l'orientation, les collectivités ainsi que les acteurs du développement économique. Notamment pour appuyer ces entreprises-là qui pourraient, à des degrés divers, bénéficier de certains apports des logiques compétences, mais qui ne disposent pas en interne des ressources, des connaissances ou juste de la volonté nécessaire pour les déployer. L'accompagnement joue ainsi un rôle essentiel, mais le constat est quand même sans équivoque. Une partie des ressources et de l'offre d'accompagnement peine encore à trouver preneur. On constate un décalage entre les entreprises et une partie des acteurs du champ de l'emploi, de la formation professionnelle. Plusieurs raisons ont été évoquées. Et j'aimerais juste rappeler que notre objectif n'était pas de charger la barque des acteurs institutionnels, c'était plus d'essayer d'identifier quels sont les freins qui empêchent le recours aux dispositifs existants et d'émettre des points d'attention. D'où l'idée, effectivement, de mettre en avant ces différents freins évoqués par les dirigeants rencontrés.
Donc le premier frein évoqué est la difficulté à se repérer dans un écosystème institutionnel complexe. Une multitude d'acteurs sont impliqués dans les dispositifs d'appui aux entreprises et qui proposent des ressources ainsi qu'une offre d'accompagnement ciblée principalement sur les compétences. Donc d'un côté, on a les sociétés privées de conseil, principalement sollicitées par les grandes entreprises, notamment ou les ETI pour du conseil en stratégie, en SI, en système d'information, ou pour la mise en place de démarches d'anticipation. D'un autre côté, on a des acteurs institutionnels de l'accompagnement, donc type service public de l'emploi, OPCO, observatoire prospectif des métiers, Carrefour-F, Direct, Maison de l'emploi, qui, eux, ciblent prioritairement les TPE-PME dans leur offre d'accompagnement. Nous avons préféré mettre la focale sur cet écosystème institutionnel, car il constitue la cible d'écriture du REC. On est là pour leur apporter de la connaissance et de l'information sur les attentes des entreprises. Et parce que du côté des TPE-PME qui représentent cette cible prioritaire-là, une part non négligeable confesse quand même mal connaître l'offre existante. Donc il y a un déficit de notoriété. L'accès à l'information semble complexe, tant les réseaux et les structures sont nombreux, ce qui limite l'utilisation des dispositifs. C'est pour cette raison qu'il nous est apparu nécessaire de réaliser un travail d'inventaire des acteurs de l'accompagnement des entreprises sur les enjeux RH et compétences. Pour cela, France Stratégie a sollicité Centre Info pour réaliser une cartographie permettant de situer en un coup d'œil les acteurs clés de l'accompagnement des entreprises en fonction de la nature de leur offre de services et des principales thématiques d'accompagnement. Si vous avez ouvert cette cartographie qui est en ligne, donc sur le site de France Stratégie ainsi que sur le site de Centre Info et qui est accompagnée d'un livret d'acteurs qui permet de préciser l'offre de certains de ces acteurs-là, vous vous rendrez compte qu'il y a une certaine jungle institutionnelle. J'espère que je ne me ferai pas taper sur les doigts en disant ça. C'est vrai que voilà, on voit qu'il y a énormément de monde qui approche les entreprises et ça peut parfois aussi être la source d'une sursollicitation des structures. Donc nous, l'objectif en réalisant cette cartographie, c'est vraiment donner à voir la multitude d'acteurs qui interviennent sur ces champs-là et de pousser une réflexion sur comment rendre encore plus cohérent et cohérent toute cette offre. Donc pour rappel, cette cartographie est disponible en ligne, n'hésitez pas à aller la consulter. Le deuxième frein évoqué est que l'offre de services ne correspond pas toujours aux attentes des entreprises. Donc, certains dispositifs, certaines solutions sont jugées comme intéressantes à titre d'information, mais elles sont jugées comme trop généralistes pour, par exemple, des TPE-PME ou ne répondant pas aux réalités du terrain, donc complètement déconnectées du terrain. Aussi, certains dirigeants affirment qu'il y a une défaillance de l'écosystème territorial dans l'accompagnement de l'entrepreneur dans sa fonction d'employeur. Comme il est souvent dit, entrepreneur ne fait pas employeur. Donc, il y a vraiment un accompagnement à faire sur la maîtrise des obligations légales en matière d'embauche, notamment, et de l'emploi salarié, sur la gestion et le développement des compétences, etc. Enfin, on a un déficit de légitimité. On voit qu'il y a des acteurs qui s'ouvrent d'une image un peu mitigée, qui est souvent liée aussi à une mauvaise expérience ponctuelle. Donc l'idée, c'était quand même aussi de faire remonter cette information-là et de ne pas l'ignorer, sachant que cette image souvent peut-être négative tient aussi au fait qu'il y a une méconnaissance de l'offre de services proposée par ces structures-là. Et dernier point, la difficulté à trouver un langage commun. On en a parlé tout à l'heure. Effectivement, Emmanuel invitait plutôt à ne pas parler de langage commun, mais plutôt de dialogue ou de dialogisme. Mais on voit que la compétence est souvent un objet impensé en entreprise. Donc des entreprises de notre étude de terrain nous ont même clairement expliqué leurs difficultés à bien cerner cette notion. Donc toute l'idée, c'est traduire la question des compétences dans le langage métier. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a quand même encore pas mal d'acteurs qui n'ont pas réussi à passer ce cap-là, à sauter ce pas. Et donc, on a deux publics aux comportements différents. On a d'un côté des structures spécialistes de la gestion des compétences, et puis de l'autre, des dirigeants à qui cette sémantique ne parle pas forcément. Donc, ceci n'est pas une liste vraiment à charge. Et nous, on a bien conscience aussi que les structures d'accompagnement sont soumises aussi à des contraintes. C'est-à-dire qu'elles sont soumises elles-mêmes à des outils de mesure de leur performance centrés sur le nombre de services rendus plutôt que sur la qualité de ces services-là. Et en plus, elles ne sont pas souvent en capacité de proposer des solutions spécifiques aux entreprises, faute de moyens financiers et humains. Donc la mise en adéquation de leur offre de services
aux besoins des entreprises semble être une équation assez difficile à résoudre, d'autant que les entreprises attendent quand même une prestation de service pure. Donc le rapport va inviter à renouveler les discours ainsi que les pratiques d'accompagnement en pensant l'offre en lien avec les objectifs et enjeux stratégiques et business des entreprises, mais aussi en remettant l'activité de travail, la situation de travail au centre de l'entreprise, au centre de l'analyse. Donc pour évoquer la série de recommandations développées dans le rapport, je suis accompagnée par Aline Bomba, responsable études marketing et projets à enjeux sociétaux dans le service communication et marketing d'Uniformation, qui a participé aux différentes séances du groupe de travail. Bonjour Aline. Nous vous remercions d'avoir accepté de participer à cette webconférence. Est-ce que vous pourriez préciser pour nos internautes le périmètre d'Uniformation? Oui. Alors juste avant tout, je voulais remercier France Stratégie, Vincent, Mariem pour l'animation, la qualité de l'animation et bien sûr tous les membres du groupe de travail où cette richesse de profils différents a vraiment été très très intéressant sur un sujet qui est, comme on le sait, assez complexe. Et je vais présenter peut-être le périmètre d'Uniformation juste pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est qu'un OPCO, voilà, vous ayez quelques informations. Donc Uniformation fait partie des 11 opérateurs de compétences qui ont été agréés par le ministère du Travail en avril 2020 suite à la réforme de la formation professionnelle continue de 2018. Ces OPCO ont comme mission de favoriser bien sûr le développement et le maintien dans l'emploi. Alors, Uniformation, c'est 20 branches professionnelles. Alors, je ne vais pas toutes les citer, je m'excuse pour celles qui ne seront pas citées, mais voilà, il y a des branches de l'habitat social, de la protection sociale, l'aide à domicile, l'insertion, le tourisme social et familial, les missions locales. Pôle emploi aussi est adhérent chez nous. Voilà, pour vous voyez aussi l'hétérogénéité des branches qui sont adhérentes à Uniformation. Ça représente 40 000 structures adhérentes et ces structures emploient environ 1 million de salariés. Juste aussi, nous faisons partie du périmètre de l'économie sociale et solidaire et rappeler que c'est 10% de l'emploi en France. Alors, l'accompagnement, les OPCO accompagnent les branches, accompagnent aussi les entreprises sur les enjeux d'emploi et de formation, notamment pour le développement et le financement de la formation en alternance, un grand enjeu, comme vous le savez, des politiques publiques actuelles. Favoriser aussi l'accès des salariés des entreprises, notamment à la formation pour les toutes petites entreprises. Ça fait des années, ça fait peut-être 30 ans qu'on entend que c'est toujours les salariés des grosses entreprises qui bénéficient de la formation. Donc l'enjeu, c'est vraiment accompagner les entreprises sur ce point, apporter aussi des expertises techniques auprès des branches professionnelles en matière de documentation sur l'emploi et les compétences, en animant les observatoires emploi et compétences, notamment à Uniformation. On a une animation sur l'ensemble des branches. Il n'y a pas pour chaque branche un observatoire. Et développer aussi la formation à distance, la formation en situation de travail. C'est nos priorités à ce jour. Merci beaucoup d'avoir accepté de parcourir ces différentes recommandations à destination de structures telles que la vôtre. Nous avons aussi maintenu autour de la table Emmanuelle Bégon pour la faire réagir aussi par rapport aux différentes recommandations. Donc, pour la première orientation qui est poussée dans le rapport, on va dire, cette première orientation concerne le positionnement de la relation d'accompagnement. Nous poussons pour effectivement une relation d'accompagnement qui est fondée sur des engagements réciproques, donc c'est vraiment l'orientation numéro 1. L'entreprise ne doit pas être positionnée comme un client, mais plutôt comme un constructeur du diagnostic et de la réponse. Donc, il n'est pas censé déléguer la résolution de son problème. Et les acteurs institutionnels seraient ainsi des facilitateurs. Donc, avec comme mission d'éclairer l'entreprise, mais pas de décider à sa place. Donc, on le rappelle aussi pour les entreprises. Dans la deuxième, comme sous-orientation, on pense aussi à une démarche de
sensibilisation, c'est-à-dire que ces acteurs de l'accompagnement devraient privilégier cette démarche de sensibilisation en partant des objectifs stratégiques et des besoins opérationnels de l'entreprise. Donc des dispositifs très aboutis existent, mais ne sont pas forcément mobilisés car les entreprises n'y trouvent pas nécessairement un intérêt. Donc un accent particulier doit être mis sur des actions de sensibilisation aux bénéfices que peuvent retirer les entreprises, à considérer les compétences comme une ressource stratégique. Donc ça signifie aussi qu'ils devraient prendre conscience du fait que la montée en compétences des salariés permet aussi d'assurer la compétitivité de l'entreprise à moyen et long terme. On pense aussi à la question du langage. Donc, comme on l'a dit, la question du langage est aussi un enjeu. Donc, un langage commun autour de la compétence qui soit audible pour les dirigeants de TPE-PME notamment. Donc, les acteurs de l'accompagnement doivent adapter leur manière de communiquer et d'interagir avec un public qu'ils ne connaissent pas nécessairement très bien. Aline, il me semble que pour votre structure, la question, si je reviens sur la sensibilisation, la question de la sensibilisation de vos adhérents à cette notion de compétences et aux pratiques qui s'y rapportent représente également un enjeu. Comment est-ce que vous appréhendez cette démarche ? Alors oui, effectivement, nos structures adhérentes nous connaissent plus sur le mode de financement de la formation, parce que nous étions au cas auparavant, et depuis la réforme, nous avons cette mission d'accompagnement sur les questions RH et développement de compétences des salariés. Donc aujourd'hui, il y a tout un travail pédagogique, d'acculturation que nous menons sur le terrain. Ce sont nos conseillers emploi-formation qui, par le biais d'outils que nous mettons en place, un guide RH, où dans ce guide RH, on trouve par exemple des trames d'entretien annuel, des trames de cahier des charges, des trames d'entretien de recrutement. En fait, c'est à travers ces fiches qu'on les incite à définir et à travailler sur les compétences attendues. Il n'est plus question de dire, ben voilà, on vous donne des outils, vous remplissez. Enfin là, je grossis un peu le trait, comme on pouvait peut-être faire plus auparavant. Aujourd'hui, il y a un travail, alors soit en groupe, soit en atelier, soit... Alors c'est vrai que ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué, mais ça s'est fait aussi en distanciel, soit en one-to-one, lors d'un rendez-vous avec l'adhérent. Et bien sûr, ce travail, nous le menons spécifiquement pour les petites entreprises. Ça a été dit, je ne vais pas répéter des constats. Ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, mais c'est vrai pour beaucoup d'OPCO, 90% de nos adhérents sont des TPE-PME et parfois même des très très petites, à moins de 5 salariés au sein de la structure. Donc certes, ce sont des moments très chronophages pour les entreprises parce qu'il faut se poser, il faut réfléchir, mais on essaye de leur faire comprendre, il vaut mieux peut-être perdre un peu de temps en amont et en gagner par la suite et réussir ces recrutements et aussi choisir les bonnes formations. Là pareil, quand on donne des trames de cahier des charges, on a une démarche pédagogique, on n'est pas là pour dire vous remplissez les cases, on est là pour dire réfléchissez bien à ce que vous souhaitez demander à l'organisme de formation, ne faites pas un achat standard. C'est un travail qu'on menait déjà auparavant sur certains sujets très spécifiques comme les compétences de base, mais on poursuit ce travail sur tout type de formation. Merci d'avoir rappelé le nécessaire engagement aussi de la part de l'entreprise parce que ce sont souvent des démarches qui s'inscrivent dans un temps long et supposent un investissement important des acteurs de l'entreprise. Sur la question du langage à adopter, ça a été également soulevé dans le cadre des réflexions menées au sein de votre structure sur votre offre de service. Oui, effectivement, on s'est posé beaucoup de questions parce qu'on travaille sur la notion de compétences depuis pas mal d'années. On a fait partie du groupe de travail de compétences du REC, de compétences transversales. Donc, on travaille sur ce sujet depuis pas mal de temps, d'années même. Et en fait, on a saisi l'occasion parce qu'on a un financement EDEC pour notre
OPCO, pour revisiter nos fiches métiers et aussi construire une banque de données des compétences. Et à partir de là, on s'est dit, il faut absolument qu'on trouve un référentiel ou qu'on construise un référentiel compréhensible par tous, par un grand public, pas seulement pas par rapport à, parce qu'on a la tendance à réfléchir par rapport à nous, les professionnels, mais un vocable accessible aussi bien pour les employeurs, notamment des employeurs de TPE, PME, ce ne sont pas des experts en RH, et pour les salariés. Alors, on avait une expérience dans le passé. Hein, j'ai piloté l'activité conseil en évolution professionnelle et ça nous a été très formateur pour réfléchir là-dessus. Et donc, du coup, on a mené un benchmark et en menant un benchmark, eh ben, on a décidé de s'appuyer sur le référentiel de la fondation JAE, qui est une structure, une fondation qui travaille avec les structures et les professionnels de l'orientation professionnelle et de l'insertion professionnelle, de l'accompagnement à la reconversion depuis très longtemps, hein, depuis les années 90. Donc, cette notion de compétence, je dirais, ce sont des experts, mais ils sont aussi des experts dans la traduction d'un vocable un peu grand public. Donc, on s'est appuyé là-dessus pour construire notre banque de compétences. Et ce qui était intéressant aussi dans ce référentiel, c'est que bon, il y a 1200 métiers avec, alors je ne me souviens plus de combien de noms, on est sur 74 compétences et des un deuxième niveau de compétences. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il est actualisé régulièrement. Il travaille avec des branches. On est en train de travailler avec eux sur l'actualisation de nos métiers. Et puis aussi d'intégrer dans leur base et dans les nôtres les certifications qui sont en lien avec ces métiers. Donc notre banque de données de compétences est un outillage. Alors c'est vrai, encore un outil peut-être supplémentaire, mais on le veut simple pour des employeurs et des salariés, c'est-à-dire on a essayé de se mettre à leur place. On a interrogé certains salariés et certains employeurs. Aujourd'hui, on prend de plus en plus ce réflexe. Et par des jeux de filtres, ils pourront, en fonction de la sélection de certaines compétences, éditer une fiche d'offre de formation ou une fiche de poste, qui ensuite, avec des champs libres, hein, on a bien sûr les compétences qu'on leur propose, mais si eux ne se retrouvent pas ou auraient une autre façon de le définir, ils ont aussi ce champ libre pour le définir. Et donc ça édite soit une fiche de poste, soit une fiche d'offre d'emploi, qui elle ensuite est reliée, une fois qu'elle est validée, reliée à la bourse d'emploi de l'UDES, hein, qui est le syndicat des employeurs de l'économie sociale, et qui lui-même se met en relation avec Pôle emploi et l'APEC. Donc voilà, alors ça c'est la partie employeur, mais il y aura aussi la partie salarié. C'est ouvert aussi pour les salariés ou les demandeurs d'emploi. C'est sur notre site et c'est accessible gratuitement, bien évidemment. Là, pareil, le salarié, le demandeur d'emploi, en fonction par des jeux de questions, on l'accompagne à définir, à choisir certaines compétences et ensuite soit préparer un entretien annuel, soit préparer une candidature, soit il peut y avoir multiples situations. Et donc, comme vous l'avez compris, l'entrée se fera essentiellement sur une entrée compétences, mais elle pourra aussi se faire sur une entrée métier, comme on a plus l'habitude de voir dans pas mal d'outils existants aujourd'hui. Alors, au niveau des branches, comme je vous ai dit, il y en a 20. Il y en a 2 qui ont pas mal avancé là-dessus. C'est la branche mutualité et la branche habitat et lien social, qui aujourd'hui, sur leur site,
aussi ont des entrées aussi bien compétences, métiers et certifications. Donc ça permet aussi à un employeur ou à un salarié de faire des recherches pour des usages divers. Et enfin, je voulais aussi témoigner un travail sur les compétences entre deux branches, la branche de l'insertion par l'activité et l'économie et la branche aide à domicile, qui aujourd'hui travaille sur les compétences, sur des passerelles possibles de salariés qui seraient embauchés et insérés dans l'IAE, sur des chantiers d'école par exemple, et ensuite, en fin de contrat, seraient embauchés auprès de l'aide à domicile. Comme vous savez, c'est une branche qui recrute, mais qui a du mal à recruter. Et ce sont aussi des métiers, on l'oublie, mais qui a un réel besoin de compétences. On ne s'improvise pas aide à domicile, on ne s'improvise pas auxiliaire de vie. Donc, du coup, c'est tout un travail entre ces deux branches en ce moment, et nous le suivons de très très près. Et enfin, une dernière, si j'ai un peu le temps, c'est par rapport à notre catalogue transversal. Jusqu'à présent, on avait des entrées thématiques, management, bureautique, ce genre d'entrée très classique. Aujourd'hui, ce catalogue a une entrée plus orientée, on va dire, macro-compétences, c'est-à-dire une entrée sur la question « j'ai envie de construire », la question, la pérennisation, pérenniser, diriger, rayonner. C'est 4 blocs et on réfléchit pour une édition peut-être 2022 ou 2023 à une entrée aussi compétences. On choisit des compétences et on nous propose l'employeur ou le salarié, on lui proposera une liste d'actions de formation en lien à la recherche de ces compétences. Alors, bien entendu, ces différentes ressources, ça a été dit, l'idée c'est aussi des outils de médiation. Encore, j'insiste, ça a été dit par Anne et ça a été dit par Emmanuel. Le conseiller propose au moment de l'entretien, et il y a un dialogue et une discussion qui se met en place. C'est pas je vous envoie un email, vous cliquez et vous regardez. Bien évidemment, on développe aussi l'autonomie, mais c'est aussi des outils de médiation et d'interaction avec nos conseillers. Et ces outils, alors en tout cas pour la banque, sera aussi un moment d'échange avec nos partenaires comme l'APEC, la GFIP, Mission Locale, pour en citer quelques-uns. ONICEP, on travaille aussi avec l'ONICEP et les CFA. Merci beaucoup Aline pour ces illustrations. Je me tourne vers Emmanuel, juste pour savoir comment est-ce que vous appréhendez cette relation d'accompagnement et de sensibilisation, notamment la construction d'une relation de confiance, on va dire, avec ces acteurs-là, dans votre pratique quotidienne, donc au sein de la MAFEST. Vous pouvez peut-être rappeler très rapidement ce qu'est la MAFEST à nos internautes? Oui, donc la Maison de la formation en situation de travail, et bien de la formation en situation de travail, pas juste de l'action de formation en situation de travail. On va tirer le fil de comment on se forme dans le travail, par le travail, pour aller, et c'est ce qu'on constate à chaque fois, que notamment dans les structures adhérentes à Uniformation, on intervient, on vient tirer des questions organisationnelles qui embarquent le management, les pratiques d'intégration, les pratiques de formation de formateurs internes, etc. Donc on tire vraiment un tas de fils qui sont passionnants, qui restructurent les collectifs en partant d'un besoin au départ identifié comme étant de formation. Ce que je voudrais dire, c'est que on milite beaucoup pour organiser sur le territoire des moyens d'interaction entre les entreprises et les différents acteurs de l'emploi et de la formation, d'interaction autour de la compréhension et l'analyse du travail pour penser des parcours, pour penser des mutualisations. Ces interactions, elles sont souhaitables, mais il faut quand même être
Pinsert, avec ce qui se passe aujourd'hui, tente de renouveler cette approche de la production de la compétence. Cependant, on est tous atteints du syndrome de la dépendance au sentier. On est tous dans des sentiers depuis des années, peut-être depuis 1971, sur une pratique de la formation et sur des pratiques d'accompagnement des entreprises qui sont très institutionnalisées et très outillées. Cette dépendance au sentier, institutionnelle, financière, outillée, elle nous a tous mis dans des postures de aider les entreprises à éclairer leurs besoins, oui, mais en fonction de la torche que j'ai et qui va vous éclairer mon sentier à moi. C'est l'enjeu aujourd'hui, c'est bien d'essayer d'avoir de nouvelles intentions, c'est-à-dire de sortir de ces sentiers-là et d'être en écho avec ce qu'on présentait au début de la première table ronde, être dans une dynamique d'enquête sur le travail et d'enquête qui est nécessairement collective. Pour un exemple sur les structures adhérentes à Uniformation, dans les structures d'insertion, on est bien sûr sur des enquêtes qui maillent les conditions sociales des personnes, les conditions d'accès à la formation et aussi beaucoup les conditions qui font que dans une entreprise d'insertion, le développement des compétences va être réel et expérimenté par les personnes, au travers notamment du développement de sa capacité à s'exprimer face à un futur employeur, à exprimer qui il est, ce qu'il sait faire, pourquoi il veut le faire. Être dans cette confiance-là, c'est quelque chose qui se travaille à tous les échelons de l'entreprise et avec tous les interlocuteurs. C'est cette qualité de dialogue au pluriel qu'il faut qu'on retrouve, qu'on trouve et qu'on crée. Et ça ne va pas se faire sans mal parce que voilà, tous, voilà, les services déconcentrés de l'État, les OPCO, les prestataires de services, on est pris dans des sentiers qui nous ont fait fabriquer des outils qui nous enferment. Cette dynamique d'enquête sur le travail que vous évoquez nous permet de passer aussi à la deuxième orientation, donc là qui consiste à inscrire l'offre de services dans une logique de réponse personnalisée aux attentes des entreprises. Et pour nous, ce rapprochement se fait nécessairement par un accompagnement sur mesure. Bon, on a souvent évoqué aussi la possibilité d'un service d'aide à la carte privilégiant des solutions co-construites avec les entreprises et dépasser les approches très généralisées et les solutions clés en main. Mais pour ce faire, il faut éviter l'entrée par l'outil. Comme on l'a vu dans la première séquence, cette entrée-là occulte pas mal de pratiques qui peuvent permettre l'émergence et le développement des compétences et qui ne sont pas rendues visibles par cette instrumentation. Donc l'idée serait de s'intéresser d'abord aux pratiques déjà en place dans l'entreprise, qu'elles soient formalisées ou non, et à leur lien avec la stratégie, l'organisation du travail, le management, comme on l'a évoqué tout à l'heure sur cette représentation systémique de la compétence. Et rendre visibles ces actes de gestion déjà existants et assurer aussi une cohérence globale des pratiques dans l'entreprise. Tout cela implique la réalisation de pré-diagnostics globaux. Il y a déjà des structures d'accompagnement qui ont déjà inscrit tout ça dans leur cahier des charges, donc la réalisation de pré-diagnostics qui permettent de mettre en perspective les ressources de l'entreprise face à son environnement et le degré de maîtrise aussi des principaux enjeux auxquels elle est confrontée. Enfin, il faudrait permettre, on en a parlé tout à l'heure, cette meilleure emprise des acteurs institutionnels sur la réalité des compétences demandées, notamment en entreprise. Cela passe aussi par une montée en compétences des personnes qui sont chargées de l'accompagnement, pour ainsi repositionner en tout cas l'appui conseil en fonction on va dire de l'entreprise et donc de la situation d'intervention. Donc voilà très rapidement les quelques points qu'on avait mis dans cette orientation, dans cette deuxième orientation, sachant que cet ensemble est censé aussi embarquer toutes les fonctions de l'entreprise. Donc manager opérationnel, partenaires sociaux, salariés. Donc voilà ce qu'on pousse dans cette orientation numéro 2. Et sur cette nécessaire intégration de l'ensemble des parties prenantes dans la démarche d'accompagnement, quelles sont vos pratiques, Aline, en la matière? Je vous demanderai de dire très rapidement parce qu'on est un peu pris par le temps.
concrètement? D'accord. Bon, je vais prendre un exemple. C'est aussi très souvent, alors on parle de construction d'outils, etc. C'est aussi un peu ce qu'on nous demande aussi au sein des OPCO, mais aujourd'hui, de plus en plus, on intègre dans nos groupes de travail des entreprises, quitte même à prendre un peu plus de temps et à expérimenter en cours d'études. Les travaux, on a fait, alors juste pour prendre un exemple, c'était, on a travaillé suite à l'impact de la digitalisation sur l'évolution des compétences de 30 métiers transverses de l'ESS. On voulait savoir quelles étaient les compétences numériques aujourd'hui attendues dans ces métiers et quelle part représentent-elles parmi l'ensemble des compétences attendues pour chaque métier. Et pour cela, il y a eu un groupe de travail d'employeurs petite taille, moyenne et grande taille de différents secteurs. Donc, on a fait appel à un prestataire pour nous accompagner et on les a interrogés, on leur a demandé, parce qu'il y a une pluralité, on sait très bien que pour un même métier, une même définition de métier, qu'on soit dans une petite entreprise ou dans une grande entreprise, les compétences numériques ne seront pas les mêmes et la part de ces compétences ne seront pas pareilles. Voilà, c'était pour vous dire aussi, aujourd'hui, l'employeur est plus au cœur, et parfois même des salariés, on interroge aussi des salariés, plus au cœur de nos chantiers et nos projets. Et comment faites-vous en fait pour vous assurer d'être au plus près de l'activité de l'entreprise ? Je pense notamment, en parlant du contexte actuel, au fait que le gouvernement a renforcé l'accompagnement à la reprise d'activité auprès de TPE-PME en promouvant une articulation diagnostic économique et enjeux RH. Comment est-ce que vous arrivez, en vous positionnant là-dessus, à vous rapprocher encore plus des attentes des entreprises? Alors, oui, alors au niveau du territoire, comme mes confrères, les confrères OPCO, Uniformation s'est engagé auprès des directs pour mettre en place la prestation de conseil en ressources humaines. Donc, il y a plusieurs thématiques comme réorganiser le travail, aménager le retour des salariés, là par rapport à la crise notamment, adapter les emplois et les compétences au contexte économique, renforcer le dialogue social, sécuriser au mieux les employeurs et les salariés pendant cette période, afin de maintenir l'emploi. Il y avait d'autres axes avant la crise qui étaient le recrutement et l'intégration des salariés dans l'entreprise, l'organisation du travail, je le répète, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'amélioration du dialogue social et de la fonction RH dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, on a malheureusement peu de recul. C'est quand même assez récent. À Uniformation, 50 structures sont en cours, donc j'aurais un peu de mal à vous donner des éléments de bilan par rapport à ça. En tout cas, voilà, on sait. Et puis aussi, on réfléchit aussi. C'est pour ça que Uniformation, je pense que d'autres OPCO se sont dotés aussi d'un service marketing. Aujourd'hui, on analyse de plus en plus des data, des données statistiques qu'on avait déjà, mais on était plus très axé sur le financement, le nombre de salariés financés, etc. Aujourd'hui, on analyse aussi le comportement et les attentes et les besoins de nos entreprises, soit des datas par rapport à notre site, soit des enquêtes qu'on mène sur leurs besoins. D'ailleurs, le baromètre emploi-formation annuel, nous avons ajouté dans la dernière édition des questions sur quelles sont les compétences attendues, quel type de compétences attendues. Alors, on avait bien sûr listé des compétences, on avait laissé un champ libre. Et là, on s'est rendu compte, tout secteur confondu et toute taille et tout métier, que c'était les compétences qu'on appelle aujourd'hui soft skills, les compétences transverses, qui apparaissaient comme un gros besoin dans nos secteurs. Donc, on ne s'y attendait pas forcément et donc, ça nourrit effectivement des catalogues de branches, des catalogues transversales. Voilà, j'espère. Sinon, bien sûr, oui, juste vite fait, on a aussi de plus en plus, on développe des outils d'autodiagnostic. Je vais en citer un qui est l'autodiagnostic numérique. C'est permettre aux entreprises
de se repérer sur la moyenne nationale, sur leur maturation par rapport au numérique. Et effectivement, aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, sur une échelle de 10, que presque 50% de nos structures, pour celles qui ont répondu, alors c'est pas scientifique, hein, on n'a pas, on est tout au début, mais pour celles qui ont répondu, on n'est pas loin de 50% qui se trouvent entre une notation de 3 à 5. Donc vous voyez un gros besoin d'être accompagné sur ces questions-là. Alors aujourd'hui, cet accompagnement se fait, ils répondent au questionnaire, il y a un scoring qui leur est proposé et en fonction de leur notation, on leur propose des ressources pour aller plus loin. L'ambition que nous avons, c'est de mettre en place des tutoriels, des e-learning et des prestations d'accompagnement plus poussées. Voilà. Donc, c'était un des exemples que je voulais vous présenter. Merci beaucoup, je me tourne vers Emmanuelle, juste pour une réaction à votre thèse en 1 minute. En 1 minute, j'aimerais rebondir sur les propos de Mathieu Charnelet, qu'on a vu en pastille vidéo tout à l'heure, qui disait, et attention, ça n'est pas de moi, qui disait les chefs d'entreprise, s'ils ne sont pas accompagnés, s'ils n'ont pas un interlocuteur, ils s'arrêtent de réfléchir. Ils s'arrêtent de réfléchir parce qu'ils doivent produire, ils doivent agir. Et réfléchir, ça veut dire prendre du recul et regarder ce qui se passe. Donc, toutes les interactions qui peuvent aider les chefs d'entreprise, ce sont les interactions qui vont leur permettre de prendre du recul, de regarder ce qui se passe et de trouver des moyens pour agir, moyens qu'ils n'auraient pas imaginés s'ils étaient juste restés le nez dans le guidon. Donc, réfléchissons. Merci beaucoup. Juste la troisième orientation, avant de passer peut-être à une pastille vidéo d'Amélie Dumas, donc chef de projet Action Pacte du GIP Alpha Centre Val de Loire, qui nous présenterait un projet assez en raccord avec l'approche qu'on pousse nous dans le rapport. Et donc cette troisième orientation concerne la gouvernance de l'offre d'accompagnement. Donc le premier volet est l'amélioration, comme on l'a dit et répété, de la lisibilité de l'articulation de l'offre d'accompagnement sur chaque territoire, en améliorant l'interconnaissance des acteurs afin de permettre notamment une meilleure orientation des structures qui ont besoin d'appui sur ces différents volets enjeux compétences, et puis le renforcement des coopérations à l'échelle des territoires entre les acteurs économiques et ceux de l'emploi-formation. Le deuxième volet concerne une systématisation de la culture de l'évaluation et le suivi actif des actions d'accompagnement réalisées ou financées. Donc c'est important le côté aussi financeur, c'est-à-dire inscrire dans le cahier des charges cette évaluation-là des actions, mais aussi le suivi qui permettrait d'améliorer la qualité du service, non seulement via juste les modalités de financement et de prise en charge financière, mais par l'évaluation de la qualité des prestations délivrées et de leur pertinence au regard des attentes de l'entreprise. Un suivi qui devrait être systématique. Donc pour incarner encore plus cette approche développée dans le rapport, on va vous passer très rapidement la pastille d'Amélie Dumas. Juste pour dire qu'on a pas mal de questions sur le chat à ce propos, et je pense que la pastille va bien l'illustrer, à savoir comment est-ce qu'on brise finalement ces sentiers de dépendance, comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble. Plusieurs questions sur la notion du territoire, je veux dire, comment est-ce qu'on arrive à consolider cet écosystème, comment on sort, comment on fait non seulement de l'interbranche, mais peut-être de l'intersecteur aussi. Donc, on pourrait presque dire, et je pense que l'exemple va bien l'illustrer, que c'est presque la conclusion un peu de notre rapport, mais qui est aussi au final l'ouverture d'un grand chantier, qui est justement sortir de ce chemin de la dépendance, arriver à essayer de travailler pour créer cet écosystème. Et je pense que effectivement la pastille et cette expérimentation l'illustrent bien et sera une bonne conclusion un peu à cette webconférence. Le groupe de travail a commencé exactement au moment où on lançait le projet identification des besoins en compétences, une expérimentation qui est portée donc au sein du GIP Alpha Centre Val de Loire, le Cariforef Centre Val de Loire. Donc on avait besoin de nous confronter avec des acteurs, des experts, des témoignages d'entreprises. Donc c'est exactement ce qu'on a trouvé au sein du réseau emploi compétences. Et ça nous a vraiment permis de sécuriser les directions qu'on prenait au fur et à mesure qu'on dessinait et qu'on mettait en œuvre le projet. Le
projet IBC est né d'une volonté partagée des acteurs du quadripartisme en région Centre-Val-de-Loire. Et on a un pilotage très fort côté État, avec la DRES, avec la région Centre-Val-de-Loire, l'U2P, le MEDEF, Pôle emploi. Et on a une expérimentation qui s'est montée pour identifier les spécificités locales dans l'exercice des métiers. Et donc, on va regarder au-delà de l'analyse des offres d'emploi, au-delà des études sectorielles qui peuvent être faites. Nous, on va aller regarder finement comment les compétences s'exercent au niveau des zones d'emploi. Alors, dans les ateliers, quand on accueille les acteurs locaux, d'abord et souvent, on va rentrer par les dispositifs. Eh bien oui, parce que ça accroche tout le monde. Il y en a tellement, il y en a plein. On en a fait le constat. Les travaux du groupe plombier en avant, il y a énormément de dispositifs. Donc, on va leur parler des dispositifs, des solutions toutes faites qui existent. Et une fois qu'on a fait cette séquence-là, alors c'est assez étonnant. Au travers de jeux, on se rend compte que des acteurs, en fait, les acteurs connaissent pas du tout les dispositifs qui sont dans leur écosystème territorial. Donc, une fois qu'on a fait ça, on les accroche quand même sur cette thématique et puis on peut remonter à un niveau un peu supérieur sur les questions des compétences. On développe comme ça entre acteurs, entre pairs d'un même territoire, on développe des temps d'échange pour vraiment leur démontrer et qu'ils puissent ensuite porter la parole aux entreprises que la performance économique et sociale de l'entreprise est liée à leur capacité de développer leur propre stratégie, compétences. Il va falloir aider ces accompagnateurs, ces acteurs locaux à utiliser l'outil qu'on a développé pour eux et qui leur permet de capitaliser l'information. C'est-à-dire quand ils vont venir dans les entreprises, qu'ils soient capables de repérer qu'il y a des évolutions sur tel et tel métier et donc d'aller interroger l'entreprise précisément sur ces évolutions. Donc là, ce sont des pratiques très nouvelles. C'est plus qu'un changement culturel. Là, on va dans la pratique, dans le design thinking, dans l'ergonomie, dans le questionnement, comment je questionne une entreprise. Et là, c'est l'étape sur laquelle on est en train de travailler. On peut se dire après une année d'expérimentation que c'est quelque chose de culturel, c'est nouveau, lié pour un acteur qui est habitué à travailler sur les dispositifs d'attractivité du territoire, sur du foncier, le logement parfois, lui apporter des connaissances sur les compétences, c'est pas du tout évident, et lui demander de travailler de manière collaborative, c'est pas du tout évident. Mais au fur et à mesure des ateliers, on voit bien que quelque chose se passe et on a certains territoires qui prennent les choses vraiment à bras-le-corps et qui s'engagent dans un rapprochement très fort entre la thématique emploi et la thématique économique sur le territoire. Sur les territoires, il faut favoriser un portage institutionnel très fort pour que les chargés de développement, les acteurs qui interviennent auprès des entreprises se sentent autorisés, même si c'est pas leur champ d'intervention classique, à parler de compétences auprès des entreprises. Et je pense que c'était vraiment un très bon exemple, une très bonne illustration. Et c'est vrai que c'est un dispositif expérimental qu'on a du coup cité dans le rapport. Encore une fois, effectivement, c'est difficile de devoir en rester là, mais on vous invite à lire, à aller retrouver sur le site de France Stratégie le rapport qui est disponible. Également la cartographie des acteurs de l'accompagnement sur lequel Centre Info a travaillé en partenariat avec France Stratégie. Peut-être juste, Emmanuel, tu voulais dire un mot peut-être pour aussi parler d'une publication récente qui te tient à cœur. C'est l'occasion, tu as une phrase. J'ai eu le plaisir de diriger avec Laurent Duclos de la DGEFP la publication d'un numéro spécial d'éducation permanente sur la FEST.
telle qu'elle se déploie aujourd'hui, depuis 2019. C'est à paraître, c'est bientôt chez les abonnés, c'est à paraître là au 15 juin. Vous pourrez le trouver sur le site d'éducation permanente, notamment avec une interview de Mathieu Charnelet, qui est très intéressante. Une démarche d'AFES qu'effectivement on soutient aussi beaucoup au sein du réseau et qu'on essaye de mettre en avant. C'est pour ça que ça nous tenait à cœur. Du coup, on va déjà vous remercier toutes et tous. En l'occurrence, c'est plutôt toutes d'avoir été présentes aujourd'hui. Tous les membres du groupe de travail. Pour les gens qui sont intéressés un petit peu plus encore autour de ce rapport, il faut vous dire qu'on organise le 17 juin un autre événement qui là pour le coup sera un séminaire fermé qui est accessible sur inscription, où on aura plusieurs tables rondes qui mettront notamment en relation des acteurs de l'écosystème institutionnel de l'accompagnement, mais aussi des partenaires sociaux, sujet qu'on n'a pas forcément beaucoup abordé aujourd'hui. Donc voilà, c'est le 17 juin, vous pouvez aller vous inscrire sur le site de France Stratégie. Et on vous engage également à suivre, bien évidemment, l'actualité et les travaux du réseau Emploi Compétences, aussi bien sur le site de France Stratégie que sur LinkedIn, le réseau social LinkedIn, qui, Dieu seul sait, est important pour la question des compétences. Donc voilà, on vous remercie toutes et tous et à très bientôt. Et dernière chose, tout sera disponible en replay. Donc on voit dans les commentaires, est-ce que vous pouvez nous envoyer le PPT, etc. Tout est disponible dans le rapport. Le replay sera disponible, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à toutes ces informations. Merci beaucoup à tous.